Et bonsoir à tous, bonsoir à tous, donc bienvenue sur ce live de Sunbazer, donc notre deuxième live mensuel, on a commencé le mois dernier, donc je suis Mirage XC, Lionel, tout ce que vous voudrez, voilà. On se retrouve aujourd'hui, comme la dernière fois, pour discuter des dernières sorties de Sunbazer, discuter autour d'un débat avec les intervenants, les intervenantes que je vais vous présenter juste après, et faire un petit jeu au final que vous verrez à la fin, donc un jeu à base de clic muté sans son. Blind test. Voilà. Je dis salut directement dans le chat. Donc les petits habitués qu'on connaît, c'est-à-dire j'ai vu passer Cafis, Matak, on voit Hardy, salut Hardy. Les membres de Sunbazer comme Retalcore, Paul, Azukero, etc. Ainsi que Vidir, la petite nouvelle que je reconnais bien là. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue. Donc, je vais vous présenter notre petite équipe pour ce live directement. On va commencer donc par le monsieur à la pomme. Il est présent sur internet depuis environ 45 ans pour faire des chroniques. C'est qui? C'est Tololkian. Bonjour Tolol. Aussi connu sous le nom d'Asylum Grey, vous inquiétez pas. Oui, non mais ça va bien voilà. se passer. Vous doutez bien de qui est qui. Bonjour. Je suis arménien. Voilà. Enchanté. On a ensuite la caution Paramore de la rédaction avec son magnifique t-shirt Bowlerun. Allez-y, pensez-y, c'est trop bien, même si là c'est online, c'est de la merde. C'est. Comment elle s'appelle? Walter Melon, voilà. J'ai oublié dans ma tête, je me suis dit, attends, comment elle s'appelle déjà? Ça Micheline Pralin. Ça fait plaisir, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est déjà important, voilà, c'est tout. Et en dernier, donc, la personne ici qui connaît le mieux Devington Sun depuis environ 30 ans aussi, donc c'est. Comment il s'appelle ce connard? Mégastronomère, pareil, voilà. Eh oui, Mais écoute, on dirait presque que je lui parle tous les matins alors que je le connais pas vraiment, mais bon, c'est vrai qu'après, ça fait longtemps que je le connais. Bonsoir à tous, très très grand plaisir d'être là. Oui, c'est aussi Samy qui est toujours présent, le petit phoque. Écoutez, pour commencer, je salue aussi Azukero qui est à la régie, qui suit tout ce qui était chenique. Pour commencer, vous ne l'entendez pas, mais oui, pour commencer ce petit live tranquille, on va d'abord voir un petit peu comment ça va. Moi, j'ai une question déjà pour vous, là, les personnes ici présentes. Citez-moi la dernière chanson que vous avez écoutée là maintenant. Genre, pas de tricherie, c'est quoi le dernier truc que vous avez écouté avant de venir ou aujourd'hui, quoi, qui dit ça. On commence par, Tol, que j'ai présenté en premier. oh putain, arrête parce que j'ai un trou de mémoire. Le dernier truc que j'ai écouté. La question piège. Non, mais en vrai, je sais même pas. J'ai oublié. Écoute, je te laisse réfléchir à ton histoire avec Spotify. Oui. On envoie vers Walter qui va nous dire ce qu'elle a écouté en dernier. Alors, moi, je viens juste de la lancer, et promis, je l'ai écouté juste avant. C'est le thème de Rachid de Street Rachido. Fighter. Et juste avant, j'ai écouté Shitstorm de Strapping. Voilà, histoire de se. Comme Voilà. ça. Et puis là, je mets Rachido un bon coup et ça fait du bien. Rachido. Voilà. Et toi, mon cher mégastronomeur, quelle était la dernière pièce musicale qui te fait les oreilles? Alors, moi, c'était une des pistes de la bande-son de Minecraft Alpha, Écoute. qui est trop cool, toujours. Après, j'avais écouté beaucoup de Linkin Park aujourd'hui aussi, donc ce genre de dire justement, ça aussi. Je vais citer. Tolol, tu t'es souvenu Oui. de. Ah, c'est bon. En fait, j'avais un doute de si j'avais écouté de la musique depuis tout à l'heure, mais non, j'avais bien. Du coup, c'est Magnolia Forever de Claude François. Ah, je vois qu'on va dans les classiques. Et de mon côté, moi avant, là cet après-midi, lors d'une énième game de jeu interdit alias League of Legends, qui n'y jouait pas, c'est de la merde, j'ai écouté Hybrid Theory de Linkin Park, puisqu'en fait j'ai vu Monsieur Stronomer ici en train d'écouter Linkin Park, je me suis dit, mais c'est que c'est une super idée ça, et est-ce que je n'écouterais pas un petit peu de Linkin Park? Et du coup je l'ai fait. Yes. C'est jamais perdu. Ok, écoutez, et là-dessus, une seconde question qui me vient, c'est quoi votre dernière, on va dire, découverte? Alors, pas forcément un truc qui vous a marqué de fou, mais d'un truc que vous avez écouté en dernier, vraiment pour découvrir, ou vous avez trouvé par hasard, etc. On repart dans l'autre sens, on demande à Mégastronomeur en premier, qu'est-ce que toi, en dernier, tu t'as découvert, tu t'es dit, ah tiens, ça c'est pas mal. En vrai, là, j'ai redécouvert que j'ai... C'est pas du tout une découverte parce que je connais le groupe depuis très longtemps, mais j'ai redécouvert mon amour pour Motorhead. Après, si tu veux, cet après-midi, en écoutant Linkin Park, j'ai aussi découvert la carrière solo de Chester Bennington un peu. C'est vrai. Et elle est plutôt bien fournie aussi. Je ne savais pas à quel point il avait une carrière solo aussi fournie, mais c'est très cool tout ce qu'il a fait, je trouve. Alors là-dessus, je précise, mais comme vous l'avez déjà fait le chat, vous êtes déjà très bien au courant, n'hésitez pas à répondre aussi. Donc je vois que
Et Cafis a parlé de Bruit, donc de post-rock. J'ai déjà entendu parler, ça me dit quelque chose, apparemment c'est vachement bien. Je crois qu'un certain Paul Griffotal pour en parler en détail Bilag 4 pages. Et j'ai vu passer aussi des petits trucs, de voir plus bien dans le chat, mais bon, n'hésitez pas à citer ce que vous écoutez aussi. L'idée c'est qu'on découvre tous ensemble et tout ensemble différents petits trucs qu'on écoute. Toi, la dernière découverte. Alors c'est une découverte de pas cette année, mais c'est une découverte, un truc qui est sorti, si je dis pas de conneries, l'année passée. C'est un groupe finlandais de rock psychédélique et aérien très sympathique qui s'appelle Polymoon, qui jouait le week-end passé, au Roadburn Redux. Ah, évidemment. Et j'ai pas mal maté un peu tout ce qu'ils faisaient avec des trucs, genre j'ai lancé des trucs, qu'est-ce que c'est machin, et j'ai fait ah, c'est pas mal. Et du coup, ils ont joué tout leur dernier album qui s'appelle Caterpillars of Creation, qui est aussi à retrouver dans la recommandation du First Day sur le compte. Comme un connard. Mais du coup, voilà, si vous aimez le rock psychédélique planant, très sympathique, je vous le conseille. Est-ce qu'il y a une rediff du Roadburn Redux? C'était que jusqu'à ce mardi. Donc, si jamais vous regardez en replay le live, c'était le 20 avril. Après, il laissait sous-entendre que possiblement les trucs enregistrés pourraient peut-être réapparaître. Alors, à mon avis, peut-être d'ici quelques semaines, mois, le temps de laisser passer pour faire genre ah tiens, vous vous souvenez, on a fait passer ça lors du Redux. Tenez, on vous remet ce live, on vous remet ce truc, parce qu'il y a eu des très bonnes performances. Mais là, pour le moment, je pense que plus rien n'existe. Donc on nous dit que chaque groupe est libre de diffuser cette vidéo, c'est bien possible que chacun ait la possession de sa propriété intellectuelle et puisse la balancer ou non. Eh bien Walter, une découverte à nous partager toi aussi? Eh ben pareil, je l'ai partagé dans le pardon, excusez-moi, un chat dans la gorge, dans le First Day de jeudi. Et en fait, moi, c'est un groupe qui s'appelle Ella, qui est un groupe de doom assez aérien. Oui, je sais, je parle de doom, tout arrive. Donc un groupe de doom aérien qui est espagnol, il me semble. Et en fait, ils ont sorti un album en 2019 qui s'appelle Vague Vizir et qui est incroyable, avec une jeune femme au chant dont j'ai mangé le prénom, désolé. Mais c'est vraiment super, c'est très très doux et très mélancolique. Donc si jamais ça vous intéresse, allez les écouter. Ouais. Ok. Et là, du coup, ça s'écrit H-E-L-A, pour ceux qui voudraient savoir. Oui, c'est sûr. Je crois qu'il y a un autre groupe qui s'appelle Ella, mais avec 2 L, un truc du genre. C'est un groupe espagnol, là. Ouais, c'est un groupe espagnol. Voilà, vous avez besoin de chercher. Si la chanson s'appelle Vague Vizir, c'est sûrement basé sur la mythologie nordique, du coup, Ella, elle, l'enfer, etc. D'ailleurs, Ella, c'est vrai, ne l'oublions pas. On nous cite on nous cite quoi? On nous cite... j'ai vu passer donc le speed dans Psychonaut et Saver pour Monsieur Dretalcore, The Netfet Orchestra, oh bah oui, Dua Lipa grâce à Manu, oh là là, le spam finit par fonctionner. Ok, bah écoutez, moi de mon côté, moi en fait, je pensais pas dire ça un jour, quand on en est il y a 10 ans, ce que je ferais dans 10 ans, j'aurais pas dit que je faisais ça, mais j'ai écouté le dernier album de Justin Bieber. Voilà. Et qui est plutôt bien, moi j'aime bien, ça me dérange pas. En fait, j'ai un pote qui m'en a parlé, qui m'a fait écouter. Et il s'avère que, en fait, moi comme souvent, comme beaucoup de gens, moi Justin Bieber dans ma tête, il a encore 17 ans et une frange comme ça, sauf qu'en fait c'était il y a 10 ans, mais que maintenant il en a quasiment 30 et qu'il a fait d'autres trucs. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si vous aimez un petit peu la pop, etc. Actuelle, Justin Bieber nous livre un petit album très sympathique. Tant qu'on est du coup sur l'actualité, on va revenir en vitesse donc un peu sur ce qui s'est passé sur Sunbazer et sur l'escale. Donc on va commencer tranquillement pour l'escale. Donc le dernier escale en date, c'est celui sur les bandes originales de film. Nous avons la chance, l'insigne honneur d'avoir Walter qui a participé ici, qui va nous en parler en détail. Mais avant, on va finir par toi, puisque tu nous parleras en tant que personne à l'Inside. On va commencer par les deux autres. J'imagine que vous l'avez peut-être écouté, vous avez peut-être vu passer au moins les choix. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que des retours à vous? Et sur le chat, n'hésitez pas à faire des retours aussi, qu'on dira, et pour discuter avec vous. Ça sert à ça aussi le live. Bah écoutez, j'ai apprécié toutes les chroniques, sauf une, que je ne dénoncerai pas. Non, c'est faux. C'était juste pour troller. Non, c'est un bon épisode. Après, en soi, moi je fais partie de la catégorie des gens qui ne sont pas cinéphiles pour un sou, donc c'est vrai que j'ai forcément... j'ai découvert ce que les gens en ont dit, etc. Mais après, je suis pas le public à me dire « Ah putain, ils l'ont trop bien vendu, je vais les regarder parce que vous pouvez me vendre le meilleur film du monde, je serai en mode... » C'est bien. Donc c'est pas... Sur ce travail-là, je laisserai peut-être mes gastronomes en parler. Par contre, sur la qualité chronique, etc., j'ai beaucoup aimé la chronique de Play to Die, qui n'est pas là malheureusement, puisqu'il doit être en train de regarder le foot actuellement, et est en train de se
de se tailler les veines comme d'habitude, puisque actuellement c'est compliqué pour lui, le pauvre. on le salue. Oui, Mais j'ai beaucoup aimé sa chronique sur Koyanis Katsi. exactement, ouais. Et du coup, non, c'est un très bel épisode. Franchement, c'était cool. Ce qui m'a fait penser, si jamais je devais participer à un épisode 2, qu'est-ce que je ferais? Et j'ai déjà ma BO de film si jamais je venais participer. Donc, c'est cool. Oui, mais justement, on va venir à cette question. Oui, là. non, Donc là-dessus, en termes de films, on a eu par exemple, on a comme choix, il y a eu Koyanis Katsi, donc le film, comment on dit, documentaire / film d'auteur sur. Ouais, film d'auteur, je pense. Je ne saurais pas trop le définir, mais voilà, vous voyez, très, très, très contemplatif sur la nature, l'humanité, etc. Expérimental, exactement. Et on a du Lost Highway de Finch, on a, j'en parlerai juste après, mais le film Into the Wild. Voilà, il y a pas mal de choix comme ça, donc si vous êtes un tant soit peu fan, mais pas forcément, parce qu'il y a aussi des BO qui viennent d'artistes qui ont fait la BO pas forcément pour le film, qu'on reprend d'autres playlists, n'hésitez pas. Méga, un retour sur l'escale. Ah ouais, moi j'ai trouvé très chouette l'émission. Après, le truc c'est que ouais, déjà, genre, moi j'avais déjà un affect avec certains des films, donc les redécouvrir via la perspective d'autres gens, c'était plutôt cool en vrai. J'avais pas écouté le podcast avant qu'il soit diffusé d'ailleurs, donc j'ai totalement découvert en même temps que tout le monde dans le chat aussi. Le truc qui m'a. Genre, il y a juste un moment où j'ai tiqué, mais c'était pas méchant. Pour le coup, je suis d'accord avec Tolol, la chronique sur Koyanis Katsi fait très bien écho à ce que moi j'avais vécu quand j'avais pris le film en pleine poire la première fois que je l'ai vu. Godfrey Reggio, le réalisateur, a fait vraiment un travail de monstre. Donc en gros, c'est un film où le type il s'est dit bien, j'appelle Francis Ford Coppola et il m'aide à faire un film sur lequel en fait je me base juste sur le concept de filmer l'humanité comme une fourmilière. Et ça te fait bader de ouf. Ouais. C'est vraiment un super film. Moi, la première fois que j'ai vu ce film, je l'ai vu en fait avec Dark Platinum qui est sur Sun Bazer aussi. En fait, on l'a regardé sur YouTube. En fait, sur YouTube, la version disponible, je crois qu'il en parle dans l'escale. Elle est à l'envers et les images et la BO. Donc en fait, moi j'ai découvert le film à l'envers. Ça marche quand même, mais du coup j'ai pas vu le film en vrai, quoi. J'ai pas vu une vraie version du film. Et moi, du coup, ouais. Oui. Ouais, quand je l'ai vu, c'était à l'endroit. Pour le coup, ça, j'ai pas compris le délire de le voir à l'envers, si ça marchait ou pas. En fait, je vérifie. D'après lui, oui, mais c'est qu'en fait, à la base, c'est pour éviter les strikes YouTube et c'est juste un concours de circonstances qui fait qu'il a regardé à l'envers. Et avant de finir donc, par Walter qui nous parlera de la BO du film, de mon côté, moi c'est moi qui l'ai monté, qui me fait le montage audio, donc déjà moi j'avais entendu ce qu'il se disait. Moi ce qui m'a pas mal marqué, en fait c'est la chronique de Dark Plat sur It Follows, puis ça m'a motivé à essayer de le voir à un moment ou à un autre, quand je me motiverai. Mais ça m'a aussi motivé à regarder Into the Wild, le film, et en fait j'ai vu, je me suis bien aimé, j'étais dans un monde un peu contemplatif et pas mal axé sur la nature, donc c'était plutôt ok, donc je trouve que D'accord en parle assez bien dans sa chronique pour nous motiver à le voir, et le son qui passe en même temps en fait fait bien écho à ce qu'il raconte. Et donc Walter, toi qui as participé activement à ce projet, qu'as-tu à nous dire? Pas grand chose au final, puisque le podcast reflète bien comment ça s'est passé, c'est-à-dire que le podcast est très bien, ça s'est très bien passé, parce que les intervenants étaient tous très bons, on avait tous bien bossé, Hello Vinyl était encore une fois parfaite en tant qu'animatrice. Moi j'ai parlé des bandes son des Twilight. Alors pourquoi j'ai parlé de la bande son des Twilight, je l'explique, mais au cas où vous n'avez pas encore écouté le podcast, il n'y a pas de souci, mais parce que c'est un truc de mon adolescence, et Twilight c'est une grosse place, même si les films, je suis d'accord, sont pas très très bons, mais les bandes son dans le côté vraiment pop rock, rock folk et indie a énormément aidé, je pense, beaucoup d'adolescents, dont moi, à s'intéresser en fait à des groupes comme Muse, comme Paramore. Il y a du Thom Yorke, il y a du Radiohead, il y a du Bon Jovi. Enfin bref, il y a énormément de noms. Il y a du Lake Killy aussi. Il y a beaucoup de noms et beaucoup de choses qui peuvent être très intéressantes. Il faut juste savoir un petit peu piocher là où vous voulez. Moi, ce que j'avais dit aux participants, c'était vous embêtez pas à regarder les films. Hein. Écoutez les bandes son. Hein. N'allez pas regarder les films. Genre si vous n'avez pas envie de les regardez pas parce que ça peut être très long, vraiment très très long. Et douloureux, mais ouais, j'avais un affect pour ça. J'avais hésité à parler de la bande son des Seigneurs des Anneaux, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je sais que Megastronomer a peut-être une idée dans le chapeau et je lui ai laissé. Voilà, tout simplement. J'aurais beaucoup de choses à dire,
l'épisode aurait duré 4h30 à peu près. Ça, c'est clair. Oui, vous le savez peut-être pas, mais quand on fait des podcasts, des fois, même assez souvent, on est obligé de calmer nos ardeurs, parce que sinon on ferait des chroniques de 4h30 par personne. Et ce serait un petit peu... Bon, voilà. Du coup, pour ceux qui n'étaient pas présents, donc c'est-à-dire moi-même ainsi que les deux autres, et donc pas Walter malheureusement, là, pour ce coup-ci, non. Si vous devez choisir, alors peut-être pas garder peut-être vos armes pour là, mais une BO de film comme ça qui vous a marqué ou qui vous vient à l'esprit comme ça, qu'est-ce que ça aurait été peut-être votre choix? Et vous dans le chat, je vois que Atomate cite, bon là il est en train de citer ce qui passe sur la bande son, donc Hearing Damage, qui est un morceau très cool de Tom York. Donc, je ne connais pas très bien, mais Oui, je prends la recommandation. Donc par exemple, Tolol, toi, même si t'es pas cinéphile, il y a peut-être quand même des moments où une BO t'as dit putain, ça quand même, ça marque. Tout à fait, et ça aurait été... Alors peut-être que ça va en surprendre quelques-uns, mais j'aurais pris la bande-son de... Alors, j'hésite entre deux, mais je pense que je serais parti sur La La Land. C'est sûr. Parce que j'adore ce film. Je suis d'accord. Et ne serait-ce que pour le plan séquence d'intro et Another Day of Sun, qui à chaque fois me met dans une patate quand je l'écoute. Et du coup, je pense que j'aurais parlé de La La Land. Et j'hésite avec Whiplash, qui est l'autre film de Damien Chazelle. Voilà. Là-dessus, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai toujours trouvé que ces films-là, vu que j'aime bien la musique, m'ont toujours parlé parce qu'ils parlent de musique et que c'est fait par, tu sais, qu'il y a un peu ce côté musical. Et donc, c'est vrai que Whiplash, pendant une longue période après le premier visionnage du film, que j'ai vu plusieurs fois parce que je l'aime bien, j'écoutais de temps en temps en fait les morceaux de jazz, même si j'écoute pas du tout ça d'habitude. Et aussi, La La Land, en fait, moi, c'est la première scène, comme tu dis, et c'est la scène dans l'observatoire de Los Angeles, je crois que c'est Los Angeles normalement, que j'ai écouté pendant assez longtemps, et même aussi la même version qui joue au piano, à la jetée, tu sais, qui joue à la jetée. City of Stars. Voilà, City of Stars, il y a deux versions, et j'écoutais ça, et j'étais en mode genre, c'est beau quand même. Parce que La La Land, quand je l'ai vu, c'est vrai que j'étais en mode genre, c'est... Ouais, exactement. C'est bien. Je reste frais. Tu restes en mode, tu t'inspires, man. Non mais ça va le faire. Mais gars, une BO de film, t'as pas le droit de dire Le Seigneur des Anneaux, c'est trop facile. Ok. Déjà, il commence à me censurer là, je n'accepte pas. C'est dégueulasse. Tout de suite, parce que Madame Walter a déjà mis la main dessus, je peux pas le dire. Non, mais parce que je te connais. non, mais on est d'accord que s'il y avait un choix à prendre, ce serait difficile d'éviter de cette BO là, mais je vois qu'Hardy, dans le chat, a mentionné la BO d'Interstellar, et oui. Moi, clairement, j'aurais pris soit ça, soit peut-être, Premier Contact ou Birdman. Parce que là, tu parlais de Whiplash, Birdman, c'est incroyable aussi. Genre, t'as la batterie qui fait tout du long le film, et c'est incroyable comment elle te scotch. En plus, le film est prévu comme un long plan séquence, donc c'est bien, ça t'accroche avec ce plan séquence, c'est trop cool. Mais on parlait de Koyaanisqatsi, Interstellar, c'est comme ça. Non, rien à voir. Ça marche très très bien sur les mêmes principes, sur les mêmes mécaniques musicales. Okay. Donc pour moi, ça aurait été un choix probablement pas trop difficile. Donc on nous cite Amélie Poulain, donc c'est vrai que la BO d'Amélie Poulain est quand même extrêmement connue. Genre, même moi je connais le thème, j'ai jamais vu le film. Donc à ce là dont tu parlais par Hardy, on nous confirme que La Land c'est bien, certes. Someone in the Crowd, oui, et qui affiche tout à fait la chanson Someone in the Crowd. Moi, quand j'ai vu le film au cinéma, je vais pas souvent au cinéma, surtout maintenant, mais je vais pas souvent au cinéma. Et à l'époque, je me souviens quand je vais là La Land, ce genre, je me dis putain, waouh, ça m'a foutu un sacré truc, la scène et la musique. L'OC de Samuel Champloo, ça compte, hein, tu sais qu'un animé, y a pas de souci. 120 battements par minute que j'ai pas vu non plus, je sais pas si vous l'avez vu, et une BO de Train de Atticus, oui, mais parce qu'en fait, justement dans le film on parle que Train 13 Nord, le mec s'est dit bon, j'ai déjà fait la musique trop bien, chacun son avis, mais je pense quand même qu'objectivement c'est plutôt pas mal, et après il s'est dit, si je fais des petites BO là, tranquille, on va essayer de faire un truc. Pixar, tu fais bien chialer en plus. Les mecs sont chiants parce qu'en fait il y a des gens, ils ont déjà une capacité incroyable à faire un truc, et ils disent, et si je faisais un autre truc bien, et toi t'es là, t'en as même pas un, ils en ont 4. Merci quoi, laissez-en aux autres. Et du coup, il y en a aussi Steak de Quentin Dupieux, film comme on peut qui m'a marqué, oui. Quentin Dupieux en général, t'en sors pas en mode, oui c'était tranquille. Moi de mon côté, j'avoue que moi, c'est vrai que la BO qui m'est toujours restée en tête depuis toujours, c'est la BO Gladiator, donc avec, comment elle s'appelle cette dame Walter, tu vas me dire, la dame qui joue dans... La dame qui a fait la BO Gladiator et qui est dans... Ah, Lisa Gérard. Voilà, Lisa Gérard, exactement. Et moi, depuis toujours, j'ai vu ce film il y a très très longtemps, il y a bien 10 ans et plus, et depuis toujours, quand j'entends la musique, je suis en mode...
Ça va, je reste frais, mais compliqué. Hein. Gérard, quand elle apparaît dans une BO, tu la reconnais et tu fais la petite larme, c'est quoi? C'est mon cœur qui vient de mourir. Oui, de beauté. Le Now We Are Free, donc là, le thème qui revient dès à la fin du film. C'est monstrueux. C'est juste anecdote, dans mes années téléchargement, j'allais dire vers 2010, 2012, dans ces eaux-là, j'avais téléchargé une version remix techno et j'étais en mode, c'est ça la musique du film? En fait, ça commence normal, il y a des éclairs en plus, après, et après, ça va faire tout, tu sais que ce bordel. Moi, j'avoue, Now We Are Free, moi perso, ça fait partie de ces morceaux comme Creep de Radiohead ou quoi, je les ai trop entendus, ça fait plus effet du tout. Notamment à cause des reprises techno sur des vieilles compilations de top 10 YouTube. Parce que ça, il y en a eu trop. Je suis désolé. Un petit débat à proposer au chat et à proposer aux membres. Lisa Gérard ou Einar Solberg sur les A? Alors non. Écoute-moi bien, Tolol. Déjà, je vais péter les genoux. Et ensuite, Lisa Gérard, elle a sa propre langue. Einar, il fait juste des ouais. C'est tout. Excuse-moi, sur Gladiator, elle fait quand même des très joli effet au demeurant. Mais parce que c'est sa manière de chanter. Après, Einar Solberg, on respecte aussi. Hein. Franchement, s'il y en a un des deux qui doit chanter dans une chapelle, je préfère Lisa Gérard. Hein. Merci. Oui. Moi, je lance juste des débats comme ça. On est d'accord. Ouais, tu veux qu'on se batte, quoi, c'est ça. C'est vrai que Gladiator, je l'ai vu genre 5 ou 6 fois, et 5 ou 6 fois, j'ai pleuré tout le larmes de mon corps. C'est-à-dire que je ne peux pas résister. C'est-à-dire que déjà dès le début, quand il est là à affronter les épines du je suis en mode, putain, c'est bon quand même. Ah, mais la scène de fin, quand il est en train de. Je chiale, putain. La scène de fin, je suis en mode. En fait, au début, ça va, et d'un coup, ça monte, et tu fais, tant pis. It's raining today, but it's sunny, no. tu sais, c'est le même I'm a grown man. Tu sais, avec le doudi. Oui, il est en train d'inspirer la larme qui revient dans son œil comme ça là. Ouais, t'es obligé de pleurer, c'est terrible. Ok, et du coup, bah écoutez, avant de continuer, on va aussi faire un petit tour de par ce qui s'est passé sur notre joyeux site Sunbazer cette semaine. Bon, on peut faire un point mensuel, hein. Le dernier live était il y a un mois. Hein. On peut faire un gros point. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat, hein, on a mis des commandes Moobot parce qu'on est moderne, donc si jamais vous savez plus, vous faites point d'exclamation site si vous avez le site. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Si vous avez la flemme de faire un par un, vous faites réseau, et comme ça vous avez tous nos réseaux. Alors, comme ça, vous pouvez tout avoir. Voilà. Ce qui est bien en plus, c'est que nous avons présent aujourd'hui, parmi les auteurs des derniers artistes sortis, des gens qui sont présents là, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va commencer à rebours par le plus récent, donc Madison Cunningham Who Are You Now, qui est sorti donc mercredi il y a 2 jours, écrit par ce cher Gastronomeur. Parle-nous en vitesse, de quoi ça parle? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette chronique? Écoute, elle paie pas de mine cette chronique, je n'ai pas écrit très longtemps, mais elle dit tout ce qu'elle a à dire, je pense. C'est juste une petite présentation de ce qu'elle a fait de mieux, je trouve. C'est l'EP et l'album qu'elle a sorti en 2019. Et en gros, c'est de la folk pop rock, si tu veux. Par une jeune californienne qui est bourrée de talent, et c'est vraiment très cool. Ça, je pense, s'il y en a qui aiment bien les Beatles au hasard, s'il y en a qui aiment bien l'ambiance un peu americana, genre rock blues des années 60-70. Pourquoi tu parles de Offspring? Je comprends pas. Je crois que tu t'es trompé d'adresse là. Non. T'as réussi les photos? J'ai raté le mémo, non? Ah non. Franchement, c'est une artiste que moi perso je trouve hyper chouette. J'accroche de ouf. Donc si vous aimez bien, je serais satisfait. Tu vois. J'ai écouté l'album après la sortie. Parce que moi je cherchais un truc à écouter. Je fais tiens, j'ai écouté Madison Cunningham. C'est vrai que initialement en fait l'effet c'est que comme d'habitude quand t'écoutes un style que tu connais pas énormément bien, en fait tu sais pas trop quoi en penser, mais je reconnais que ça dénote quand même une ambiance, il y a une émotion qui est transmise assez facilement par la musique qu'elle a faite, et ça fonctionne quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut très aisément suivre, et que je recommande d'aller écouter à l'occasion pour un petit après-midi chill face au soleil quoi. Tout à fait. Oui voilà, la version The Offspring. Ok. Les deux autres, vous avez pu voir, vous avez écouté Madison Cunningham? J'ai écouté rapidement, mais j'ai pas creusé vraiment. Ces derniers temps, j'écoute peu de musique nouvelle, honnêtement. Je reste sur mes classiques. Je fais que ça, j'ai beaucoup trop de sorties, je suis débordé. Ça marche, ce sera vos devoirs pour la prochaine fois. Et bien ensuite, on a
un album pas très intéressant, Foo Fighters Wasting Light par ce cher Tolol. Pas ouf, vraiment pas Voilà. ouf. Ah non. Écoutez, En quel honneur, du coup, t'as fait cette chronique? Tout simplement parce que c'est un album qui a fêté ses 10 ans. On oublie l'album si on veut. Petite fée dans notre oreille, on fait ce qu'on veut. Si on n'a pas envie de parler de l'album de Barney, on ne parle pas de l'album de Barney. fait au duvet soyeux. Feu au duvet soyeux. On l'embrasse, hein, Brian Kotek. Bisous sur sa truffe. Donc oui, Foo Fighters en plus, c'est bien parce que le live passe Shame Shame du dernier album des Foo Fighters qui est aussi disponible sur le site si jamais ça vous intéresse, petite chronique dispo. Et donc Wasting Light les 10 ans, et en fait j'ai eu envie d'écrire sur cet album que je considère être comme un des meilleurs albums de rock de l'histoire du rock, tellement il est bien, vraiment. Rien que ça. Mais rien que ça, sincèrement je le place vraiment très très haut. Je jette rien, ou peut-être un morceau, mais encore c'est vraiment s'il faut vraiment être un peu relou. Je trouve que le son est tellement puissant, les chansons sont folles, les riffs sont efficaces, Dave Grohl est au sommet de son art. Et voilà, depuis cet album, après, ils ont fait des albums un peu moins bien pour moi, je précise, parce qu'ils ont mis la barre tellement haute avec ce Wasting Light que c'était difficile d'aller sur le même terrain. Que j'en parle dans la chronique, je dis que de toute façon, maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. De toute façon, ils sont intouchables, les Foo Fighters. S'ils veulent demain faire un album de Zumba, ils feront un album de Zumba. Et personne pourra dire quoi que ce soit. Qui pour les stopper? Personne. C'est ça, c'est-à-dire que là, ils sont dans une roue libre, ils s'en foutent. Là, par exemple, hier, Dave Grohl a sorti une chanson avec sa fille pour son prochain documentaire. Donc c'est très très cool. Dis donc, tu peux m'aider pour mon morceau, papa? Oh, si tu veux, j'ai 5 minutes, allez. Je joue de la batterie. En 12 dés comme ça, là. Vas-y, tu me tiens. Si Dave Grohl a trop de temps libre, moi j'ai une idée pour lui. Il y a un petit groupe qui pourrait reprendre avec certaines autres personnes. Il pourrait s'appeler Zem Croquette Vulture. Ouais. Je lance l'idée, faites sans ce que vous voulez. Je suis d'accord aussi. Voilà, je vous dis ça, je dis rien. Mais enfin voilà, donc c'est un article qui, un peu dans l'idée des dralas de Barney, qui revient sur ce qu'étaient les Foo Fighters, ce qu'il y a eu en termes de conception, c'est-à-dire comment ça s'est fait, etc. Puis un peu un descriptif de l'album, un avis sur l'album, etc. Donc voilà, si j'avais envie de rendre hommage à ce disque qui est pour moi excellent, si jamais vous ne le connaissez pas, je ne peux que vous le conseiller de vous le faire. Si vous le connaissez, refaites-le vous. Et si vous l'avez écouté il y a moins d'1 heure, refaites-le vous quand même, parce qu'il est vraiment bien. Donc voilà. Un avis sur l'album, les autres Wasting Light, c'est très 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 solide. De là à dire que c'est un des meilleurs albums de rock de tous les temps. Enfin, normalement, il faut savoir, sur Soundbazer, c'est moi qui fais les trucs dithyrambiques. Là, voilà. Ah, mais Il y va, il assume. C'est bon. Après, voilà, ça reste un album qui est hyper solide. Franchement, il y a peu de choses à dire là-dessus. D'ailleurs, tu racontes très bien dans l'article le process qui a eu lieu en studio, le fait de repasser en analogique, qui a bien fait chier le producteur, mais qui a dû se trépatouiller pour faire sortir le son qu'il fallait, des baffes. D'ailleurs, ils l'ont testé en voiture. Enfin bref, vraiment. Ouais, à chaque fois, c'est marrant, mais Dave Grohl, t'as toujours une putain d'anecdote qui pue le rock'n'roll à 100 km, quoi. Mm. C'est en ça que l'article il est chouette aussi, de découvrir ça. Moi, ça m'a beaucoup. Dave Grohl, sa vie, elle est rock'n'roll, en fait, c'est ça au quotidien. Un petit peu, ouais. C'est rock'n'roll et café, je crois, c'est les deux trucs. Rashpot. C'est pour ça il n'y a pas Croquet de Vulture, hein, c'est qu'ils ont perdu la machine à café, je crois. Ah, c'est pour ça. Ouais. Je suis pas sûr que c'est la seule chose qu'ils aient perdue, mais oui. Ouf. Non, moi, pour le coup, Wasting Light, c'est un album que j'aime beaucoup. Mais j'avoue que Sonic Highways, je l'aime énormément aussi. Et je fais partie de ces personnes qui aiment beaucoup Concrete and Gold. Je l'assume complètement. Je trouve que cet album... Je sais, Tolol, j'ai corrigé ton article. Moi, je le trouve vraiment très très bien, cet album. Et venez vous battre. Mais Concrete and Gold, il est inégal. Il est très inégal pour moi. Oui, il y a alors... des très bonnes choses. Bon, Non, mais j'aime beaucoup d'albums que des gens sont en mode... Et quoi et... Celui-là, je dis pas. En fait, je pense que ce qui joue, c'est que je l'ai découvert au moment où je m'intéressais vraiment beaucoup à Foo Fighters, etc. Le moment où j'ai découvert tout ça, on va dire redécouvert. Et je suis tombée sur cet album qui venait de sortir et j'ai fait pas mal. Et du coup, il y a de la. Je trouve cool quand même. Tu sais que ce que tu dis là, et je vais pousser en interne pour qu'on en fasse un débat dans un futur live. Vous êtes témoins. C'est le côté, la découverte d'un album dans une timeline. Quand on le vit de son vivant, qu'on le découvre au moment de la sortie,
et qu'on n'a pas forcément d'accroche et qu'on prend une gifle, et ben tu vas placer un album plus haut que des gens qui connaissent le groupe depuis un moment et qui ont vu leur évolution. Et le moment de découverte d'un album, d'un groupe encore en activité, il joue tellement sur la perception qu'on peut en avoir. Et je m'en suis rendu compte avec Like Clockwork de Queen of the Stone Age, qui est pour moi un album extraordinaire, monstrueux, génial, tout ce que tu veux. Mais quand t'en parles avec des gens qui ont découvert Koza à l'époque de Song for the Deaf, c'est pas qu'ils le conchient, c'est sévère, mais disons qu'ils l'aiment pas du tout. Ils aiment pas du tout cet album et ils ont abandonné Koza. Alors que moi, je trouve que c'est un disque mais monstrueux. Mais... Et je pense que c'est parce que j'ai vraiment plongé dans Koza avec ce disque, là où les autres ont connu Song for the Deaf, ce qui n'empêche pas de reconnaître la qualité des albums précédents avec Clockwork. Mais du coup, je pense qu'on a tous une attache particulière en fonction du moment où on découvre un album. Mais voilà. Mais tu vois, moi j'ai ça, mais avec Villains. Et là, pour le coup, les gens le confient celui-là. Genre vraiment en mode, c'est plus du stoner, c'est de la merde, c'est machin. Alors que moi, j'ai découvert Koza avec les anciens albums, mais juste cet album sort et je fais ah bah tiens, ça tombe bien, je commence à les connaître. J'adore cet album et quand j'en parle aux gens, ils sont en mode mais il est pas bien et moi j'aime bien. Je le trouve incroyable. Pour moi, il est formidable. Mais oui, c'est un débat qui peut être hyper intéressant effectivement. Ça traite non seulement en fait de la position de quelqu'un qui est fan de l'artiste, qui a des attentes et qui avance dessus, mais aussi de comment le contexte d'un album peut jouer. Il y a aussi plein d'exemples, vous en avez sûrement vous dans votre expérience, de gens qui ont écouté un album à un moment A, ils ont dit oh c'est pas mal, ils sont revenus dessus après, et en fait c'était incroyable, et je suis passé à côté de ça pendant peut-être 3 mois, 6 mois, 9 mois. Il y a nombre de gens que je connais qui m'ont parlé, je leur ai conseillé un album, j'ai entendu parler, ils ont dit ouais c'est pas mal sans plus, ils sont venus dessus un an plus tard, et ils ont dit attends, c'est un chef-d'œuvre. Donc c'est pour ça que la musique, comme tout élément artistique qui a trait aux émotions et comme tout élément comme ça, va forcément être lié au contexte dans lequel tu l'écoutes. Et c'est sûr que si en ce moment ta vie c'est bof, c'est clair qu'écouter un album qui est tout joyeux et tout, ça va forcément marcher. Ou ça va marcher selon les personnes. Mais du coup, oui, c'est un débat qu'on pourra avoir dans un an. Il y a de quoi dire, je pense. Oh, oui. Ok. Alors, pour terminer sur ça, donc globalement, je ne peux que vous inviter du coup à aller consulter donc, les articles. Là, il y a un petit podcast de la scène qui est sorti aussi il y a quelques temps. Quelqu'un parlait de Steve dans le chat, justement, ils en parlent. Nos 2 amis sur les 3 sont présents. Ainsi que le papier qu'a fait Barney, qui est présent dans le chat normalement, sur Unwound, donc qui revient sur les 20 ans de groupe, ce me semble. Les 20 ans de l'album. Voilà, c'est oui, les 20 ans de l'album. Et le chant du signe de l'album, puisque c'est le chant du signe, puisque c'est le groupe a splitté juste après. Et en dernier, il y a aussi l'album Life de Nowhere, dont on va parler de Astronaut, qu'on peut aussi découvrir sur le site est en homepage. Donc voilà, vous avez tout là-bas. Ok, bah écoutez, maintenant qu'on a fait cette petite introduction, qu'on s'est discuté, qu'on s'est chauffé, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc, la discussion. On va commencer un petit peu à en toucher 2 mots là, dans la discussion, mais là, on va entrer dans le détail. Donc, vous l'avez vu dans le titre du stream sur les vignettes, la question c'est est-ce que la popularité d'un artiste, une musique, d'un album, une chanson, en fait forcément, ou souvent, quelque chose de qualitatif. Alors là, il y a énormément de choses dont on peut parler, plusieurs directions dans lesquelles on va aller. Avant ça, moi, juste en vitesse, comme ça, pour vous poser une petite question, comme ça, un petit contexte. À votre avis, là sur le chat, et sans regarder s'il vous plaît, les intervenants, c'est quoi actuellement le top 5 des artistes streamés sur Spotify en ce moment? Lil Nas. Donc je prends mon proposition, je vous dis pas. Dua Lipa. Dua Lipa, Lil Nas. Tolol, qu'est-ce que t'en penses? T'en sais rien? Tu restes sur le monde? C'est le top 5 monde de Spotify. Le monde de rien, Chico. Les artistes les plus écoutés en ce moment. Bad Bunny. Bad Bunny. Clément, Mégastronomia, qu'est-ce que t'en penses? Moi je dis top 1 The Weeknd. Après t'as sûrement Ariana Grande, sûrement Taylor Swift, oui. Et après, je sais pas, je mettrais bien un petit Dua Lipa aussi, ouais. Alors le top 5 actuel, en premier c'est Justin Bieber, 29 millions de streams par jour, parce qu'il a son dernier album qui est sorti dont je parlais tout à l'heure. Deuxième Taylor Swift, troisième Bad Bunny, vous les avez cités, c'est bien. Quatrième Drake, toujours là, alors que je pense pas qu'il est sorti depuis très longtemps, il est toujours là. Et cinquième, pas étonnant, BTS, les gars. BTS, oui, mais c'est vrai que je sous-estime C'est terrible. Ils sont les Coréens, mais sauf que voilà, les amateurs de K-pop, amateurs de la Corée en dehors, ils sont beaucoup. Je sous-estime les armies, c'est pour ça. Oui.
Bien sûr. Pas les sous-estimer, ils sont Attendez, infernaux sur Twitter. Ah bon. BTS, ils ont dit que, je sais plus quoi, machin, pas en France, pas à Paris, ils ont failli écraser Twitter de leur force. Attention, hein, c'est pas Oui. passé loin. C'est vrai que la BTS Army est puissante. Donc voilà. Donc à l'heure actuelle, si on parle à l'heure actuelle de choses populaires, et on reviendra sur la nature de ce mot, mais si on parle de choses qui sont populaires en ce moment, et bah ça par exemple, c'est les top 5 artistes avec quand même, voilà, Justin Bieber a quand même 29 millions de streams par jour. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui écoutent à fond. Mais il y a une grosse fanbase, hein. Depuis Bah des oui, bien années, sûr, et il a sortir su un se nouvel album, renouveler. etc. Hein. C'est ça. Donc, Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'oubliais que 10 ans ont passé depuis le moment où il avait une petite mèche et qu'il chantait Baby Baby Oh, et les choses ont changé. Même plus, parce que Ouais. c'était 2008, donc ça Ouais, fait donc ça 15 fait ans. 13 ans, hein, ça fait 13 ans 13 maintenant. ans, ouais. T'imagines? elle est rentrée au collège. On est vieux. Oui, c'est ça. Moi aussi. Ok, alors, en vitesse, là, au niveau de vous, donc intervenante, si on vous parle popularité, qualité, déjà, on va essayer de voir un petit peu en termes de vocabulaire. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Là, demain, je vous dis, c'est quoi un album de qualité pour vous? Qu'est-ce que vous savez, ou une chanson? Qu'est-ce que vous me citeriez comme principale chose que vous attendez d'un album qui vous écoute? Bon bah, de toute façon, déjà si tu pars sur le mot qualité, parce que c'est ce que tu as lancé, personne n'aura la même définition. déjà. On est d'accord. Et parce que ce qu'on va trouver de qualité n'aura pas la même saveur chez quelqu'un d'autre. Puisque c'est ce qui fait qu'on a tous des goûts différents. C'est qu'il y a des gens qui vont trouver de la qualité chez BTS, là où moi je n'en trouve pas. Mais c'est parce que ça me touche pas. C'est pas moi ce qui me fait plaisir. Et inversement, je pense que si les fans de BTS ils viennent à écouter Dope Smoker de Sleep, je pense qu'ils me regardent avec des yeux d'ahuri. Alors que moi j'aime bien. C'est quand qu'il change de riff? Attends 30 minutes. C'est quoi un riff? Mais il chante pas le monsieur ici, mais attends. Attends. Il est Attends, juste en train de quoi procéder les Ouidians. Tranquille. Le rate pas parce qu'il chante après c'est fini. Faut pas le D'ailleurs, rater. mais c'est voilà la qualité, c'est de toute façon quelque chose qui est propre. Même si il y a des disques qui font consensus, plus on va s'éloigner des trucs qui ont fait consensus, plus ça va être de plus en plus flou de définir qu'est-ce qu'il y a de la qualité. Donc après, c'est un débat qui va appartenir à chacun. Pour ce qui est de la popularité, c'est pareil en fait. C'est le même truc. C'est-à-dire qu'il y a populaire dans le sens tout le monde écoute, mais il y a populaire si on prend une autre échelle. C'est tout dépend de l'échelle que tu prends. Voilà, justement, l'idée c'est que là, moi ce que j'ai réfléchi quand j'ai travaillé ça, c'est une discussion qu'on doit avoir normalement en sortant un petit peu de notre peau à nous, parce que c'est une discussion qu'en fait quand on se compare, et c'est déjà le cas le mois dernier pour le live qu'on a fait sur la partie vinyle, physique, stream, etc. En fait, c'est-à-dire nous, là les personnes qui interviennent, je pense une partie des gens du chat, voire quasiment tout le monde, on n'est pas exactement le consommateur de musique moyen. C'est-à-dire qu'on il y a quand même du monde où on est quand même des gens qui sont passionnés par la musique, qui passent du temps, qui vont se renseigner, qui vont écouter. Je veux dire, il y a nombre de gens au quotidien, je pense que vous prenez une échantillon de la population en France, la plupart des gens, ils écoutent la musique à la radio et c'est marre. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens pour qui c'est pas une passion. C'est pas du tout la même chose popularité pour eux que pour nous, c'est beaucoup la même chose qualité pour eux que pour nous, et même en travers des personnes parmi les autres. Toi, mais je sais, Gastronomeur, toi, par contre, la qualité d'un morceau, d'un album, c'est quelque chose que tu définis des fois de manière un peu plus objective. Tu as des idées à en parler là-dessus? Bah ouais, en vrai, la question, est-ce qu'un truc populaire est forcément de qualité? Bah, enfin, techniquement, je pense que n'importe qui, tu lui poses la question brute de décoffrage comme ça, il te répondra juste un bon gros non, parce que c'est trivial en fait. Tu vas juste te dire, bah ouais, enfin, normal, il y a forcément un album dans le tas qui va pas être super ouf, même si tout le monde le kiffe. Mais tu vois, genre moi justement, genre quand je pense à la qualité, c'est peut-être la notion la plus difficile, comme a dit Tolo, c'est-à-dire la qualité, c'est à la fois ce qu'il a dit, et en même temps, moi je pense que il y a quand même des qualités intrinsèques dans toute forme de musique qui peuvent se trouver au-delà des goûts. Genre, vraiment des trucs qui sont indépendants des goûts de chacun, tu vois, qui existent dans chaque œuvre. Genre pour moi, genre ce serait un mix peut-être, genre je sais pas, de la longévité, genre l'œuvre elle conserve son impact auprès de ses auditeurs même après genre des années de vie. Aussi la reconnaissance par les pairs, genre le fait que ça a eu une influence sur les autres musiciens, moi je trouve ça super important. Et puis le fait que l'œuvre ait un propos, genre que ce soit vraiment une œuvre d'art, pas en vérité juste un produit de consumérisme, tu vois.
C'est déjà là que à mon avis, c'est déjà là que le bas blesse, mais je te laisse continuer. Après, ouais, au niveau popularité, tu vois, je dirais. Qu'est-ce qui est populaire? On peut parler de ce qui est populaire en général, genre René Lataupe, c'est parti, on parle de René Lataupe. Bon, même si ça relèverait par exemple du consumérisme, tu vois, plutôt que de l'art pour moi, mais genre populaire, moi je rangerais par catégorie. Genre je ferais ce qui est populaire dans une certaine chapelle, tu vois. Mhm. Et comme ça permet de faire une cote de popularité relative et pas absolue. Sinon tu vas toujours parler des mêmes artistes tout le temps et forcément il va y avoir plein de qualités qui se perdent. Mhm. Et du coup, Walter, t'as un commentaire sur ça. Comment toi tu t'envisionnes le truc en général quand tu te poses ces questions-là? Par exemple, si tu me poses la question pour toi, c'est quoi un album de qualité, je vais juste te répondre, c'est un album qui me touche parce que je m'en fous un peu du style, j'écoute de tout. Ce qui fait sens. Et du moment que l'album me touche et me fait du bien, me faire ressentir les choses, je vais considérer qu'il est de qualité. Parce qu'il y a des trucs que je sais que des gens apprécient énormément et qui sont très populaires. Moi, je ne supporte pas parce que ça ne me touche pas du tout et que je trouve vraiment que, à mon sens, c'est ignoble. Mais j'irai jamais dire genre bah non, ton truc il est pas de qualité. Non, pour moi il l'est pas. Si pour toi il l'est, alors ok, tant mieux, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est le principal. L'appréciation c'est subjectif, c'est un truc qui se retrouve dans tout, la musique, l'art, enfin la musique est un art, mais la musique, le cinéma, tout ça. Et j'aurais plusieurs exemples de ce que je trouve sont des musiques populaires, des groupes populaires, mais qui ne sont pas de qualité à mon goût. Là je vais me faire taper, mais Ghost, Green Day, ce genre de trucs, je ne supporte pas, j'aime pas trop. Pourtant, je reconnais les qualités qu'il peut y avoir dedans, c'est juste que moi, je ne trouve pas que ce sont des qualités à mon sens, parce que c'est pas ce que je recherche dans la musique. Sinon, je trouve ça intéressant en fait d'avoir ce débat, parce que pour moi, c'est plus un échange, on va dire, rapide de point de vue, que réellement un débat, parce qu'il n'y a pas de réponse... il n'y a pas de réponse universelle là-dedans, il n'y a pas de personne qui a absolument raison. Tout le monde a raison dans un sens, c'est-à-dire que Megastronomer va trouver des qualités dans certains trucs que moi je vais pas trouver. Il y a des choses que lui il écoute, moi je vais trouver ça trop cérébral, alors que peut-être que lui ça va être justement ce qui le fait vriller. Tolol va écouter certaines choses, on a des désaccords sur certains groupes, bah voilà. Mir, on a plein de désaccords sur plein de trucs au niveau de la musique. Voilà, et c'est juste que la qualité, bah, ça dépend en fait vraiment des personnes. Après, on peut parler des trucs très populaires. On parlait de la K-pop. Moi, j'aime pas du tout ça. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de qualité pour moi, mais à un moment donné, c'est écouté par des millions de personnes. Donc, on peut pas non plus enlever tout ce qu'on peut, enfin, tout ce que les gens peuvent trouver à ces groupes, juste parce que nous on n'aime pas. Ça, En fait, juste gros connard. Il y a une limite fine à pas franchir entre critiquer quelque chose et devenir un gros connard pompeux. C'est ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer du coup, mais parce que même si on peut considérer qu'un truc c'est vraiment de la grosse merde, à titre personnel j'entends, je pense qu'il faut aussi faire la part des choses et respecter le fait qu'il y a des millions de personnes qui écoutent. Et je vais prendre un exemple franco-français qui moi m'insupporte, mais je respecte les gens qui écoutent, c'est Weshden. Je trouve que ce qu'elle fait c'est nul, je trouve que c'est une même instru avec des paroles nulles, il n'y a pas de fond, il n'y a rien. Est-ce que je vais juger les gens et critiquer les gens qui écoutent et qui kiffent? Non, parce qu'ils trouvent quelque chose qui les fait kiffer. Que ce soit premier degré parce qu'ils trouvent que c'est une artiste géniale, ou parce qu'ils ont juste envie de danser sur un son qui leur fait penser à autre chose, je respecte entièrement. Et ça, c'est un truc, c'est une posture à prendre, et j'ai envie de dire qui vient, je pense, avec l'âge, entre guillemets, dans le sens où je sais que, étant ado, je sais que j'étais le gros connard qui disait ouais, mes goûts c'est les meilleurs, vous écoutez de la merde, vous êtes des connards. Écoutez Rush, c'est vachement bien. Ouais, mais écoutez Metallica, vous écoutez de la merde et tout. Alors que c'est pas ça le truc, c'est pas le fond c'est pas le fond de la musique. La musique, c'est chacun qui doit trouver ce qui lui plaît, et après toi tu peux essayer d'apporter de ton point de vue les trucs qui te plaisent à une autre personne en disant tiens, peut-être écoute ça, c'est cool, et inversement la personne va aussi essayer de faire joindre à son culte, mais des fois ça n'arrive pas parce que c'est vraiment trop éloigné. Mais il faut vraiment rester dans ce cadre de
certes, Tolalu avait la voix de Renaud. Non, j'avais une voix plus aiguë, dégueulasse. Et c'est un peu comme ça. Et mais du coup, ouais, c'est important de toujours respecter ce que font les gens, même si on considère que ce que les gens écoutent, c'est nul et que ça n'apporte rien. Je pense que c'est aussi important d'avoir une notion de respect là-dedans. Ouais. Alors, avant de donner la parole, donc je regarde sur le chat, donc il y a 2-3 choses que j'ai remarquées qui me rendaient intéressantes. Donc, Ethanangique nous dit que niveau qualité, je suis estomaqué par le mastering du premier album éponyme de Korn. C'est vrai qu'il y a aussi une question de qualité au sens de ses bienfaits. Il y a une question de qualité au sens de artistiquement ça touche. Et c'est pas la même qualité. C'est-à-dire qu'il y a un album qui peut être, une chanson qui peut être très peu inspirée, mais correctement faite d'un point de vue technique. Et à l'inverse, le black metal, truc avec des idées de fou, mais c'est enregistré avec une batterie Fisher-Price et sur un 3310. C'est deux choses différentes qui existent. Et en plus, comme le dit ensuite derrière Paul Brief, il y a des règles dans l'art parce que on définit une manière un peu de faire les choses correctement qui peut être contournée justement pour un objectif. Je veux dire, le jour, les gens qui font du grindcore, le but de faire du grindcore, c'est pas forcément que ce soit pas agréable à écouter, mais que ce soit quelque chose de confortable. Ils veulent aussi amener une émotion, ils veulent demander une certaine posture, etc. De la manière qu'un film, on en parlait tout à l'heure, je veux dire, qu'une escadille, le but c'est pas que tu regardes ça pépère le samedi soir avant l'hiver, le but c'est quand même que tu vas réfléchir et tout, donc il y a aussi une démarche qui est faite. Et je termine avec ce que dit Monique Bernie. Après la K-pop, c'est plus que la musique, il y a tout un phénomène autour des chanteurs. Je me demande sincèrement si un groupe de K-pop dont les membres sont anonymes, donc on ne connaît pas les visages, ça pourrait marcher. Mais en fait, je pense que c'est un peu les deux, parce que d'un côté, certes, mais de l'autre, il faut savoir que la K-pop, c'est aussi un genre dans lequel les gens sont remplaçables à fond. En fait. Ce qui compte, c'est qu'il y a un produit qui est fait d'un groupe, et dans la K-pop, s'il se passe quelque chose, et que pour raison X ou Y, ça ne marche pas et tout, ils peuvent excuser un groupe, remplacer toutes les personnes par d'autres personnes, et relancer la même chose, et ils te diront même pas que ça a changé. Ils sont en mode... il s'est rien passé, c'est le même groupe, ils font la même musique, c'est les mêmes rôles qui sont faits à l'intérieur, mais voilà. Enfin, du moins, c'est ce que j'en avais compris. Je vois que Walter fait des petits machins, mais... Je ne suis pas d'accord. J'avais vu en tout cas que de l'avis des producteurs des K-pop, dans la vie des producteurs, c'est que les producteurs étaient dans cette démarche-là, que eux, ce qu'il y a, c'est le produit fini, et bon, les gens à l'intérieur sont un peu interchangeables. Après, est-ce que c'est vraiment le cas en pratique ? Je ne sais pas. Je ne suis pas expert. Il y a vraiment qu'à voir les armies... elles ont leur bias et genre ça reste les mêmes quoi. Si c'est un autre, ça va taper un scandale, tu vois. Le côté capitaliste effectivement, oui. Mais on va dire dans les fans, c'est plus compliqué. Et c'est aussi que après ça, c'est les groupes qui sont installés. Mais je sais que dans les groupes qui montent, ils sont forcément très installés et tout. C'est un peu plus bon. Après une fois que tu vois, je veux dire BTS ou Big Bang, si demain tu changes tout, comment il s'appelle aussi. Blackpink, etc., tous les groupes de K-pop comme ça hyper connus, je pense que si demain tu changes, ça va hurler au scandale. Mais les même groupes, Baby Metal, si on veut revenir sur un truc plus... oui, c'est le même principe pour le métal, Baby Metal. Tu vois, Baby Metal, techniquement, je veux dire, au final, c'est plus un rôle qu'une personnalité artistique à la base. Mais bon, on y reviendra, j'ai encore des trucs là-dessus. Oui. Je voulais que, tout à l'heure, Méga, tu voulais citer quelque chose en réponse à Tolon, on va y revenir, sur ce qu'il disait tout à l'heure. Quelques minutes avant que je prenne la parole. Tu peux préciser ? Quand Tolol finissait sur ce côté où c'est avant tout un échange, ce qui est qualitatif pour moi n'est pas forcément pour toi, etc. Je te voyais lever la main pour prendre la parole. Non, oui, c'est vrai, moi je l'ai dit après, c'est que la qualité peut se... Moi je suis un défenseur d'une certaine forme d'absolutisme, en vrai. C'est-à-dire qu'il existe des qualités qui sont partagées, ou plutôt partageables pour toute la musique qui existe. Et qui sont indépendantes juste du plaisir que tu ressens quand tu l'écoutes. Par exemple, là, un truc qui pourrait se rapprocher de cette idée-là, genre par exemple, c'est la qualité de prod. Tu peux dire un truc. Après, il y a toujours cette part d'intention chez les artistes qu'il faut aussi prendre en compte. Bien sûr, des fois, la qualité de prod est intentionnellement mauvaise. Et c'est là ce qui fait tout le sel, c'est que, en gros, pour bien détecter les qualités d'un truc, il faut connaître ses intentions déjà, je pense. Et quelque part, les intentions, c'est certes un peu difficile à définir, des fois, mais je pense qu'on est sur quelque chose qui est quand même plutôt solide en termes d'objectivité. C'est-à-dire que tu peux pas prétendre qu'un type qui fait... je sais pas, moi, par exemple, tu peux pas prétendre que Darkthrone, il n'y a pas une part d'humour dans ce qu'ils ont fait, quoi. Je veux dire, c'est du black metal, c'est tellement true que... Enfin, au bout d'un moment, les types sont un peu conscients, quoi. Même à basse, quand ils se cassent la gueule, enfin, je veux dire, c'est... Voilà, il y a des trucs comme ça. L'intention importe,
même si la qualité du truc est un peu mauvaise, je pense que voilà, il y a pas que ce que les gens ressentent face à l'art, il y a surtout l'intention des artistes derrière. Si ça concorde, je pense qu'il y a une forme d'objectivité qui peut se dégager, tu vois. Je sais que tu avais parlé à un moment du fait qu'il y a une sorte de contrat au sens où je veux faire ça, et si je respecte mon contrat d'intention et que je suis aussi une question d'honnêteté un petit peu intellectuelle et artistique, le contrat pouvait être respecté pour toi et que c'était important dans ta démarche. Walter, une réaction face à ça? Ça me fait sourire que du coup on parle un peu, on va dire, de la qualité de mixage, etc. Parce que je connais un album qui fait débat, encore une fois. Ouais. Vous avez votre bingo les enfants? Allez, c'est parti. Je connais un album qui fait débat, les gens ne sont pas très friands d'une certaine caisse claire. Je viens chez ma carte, quand on s'y penche un peu, on se rend compte que c'était aussi un espèce de désir, et c'est un album qui du coup moi me touche énormément et que du coup je considère comme étant d'une qualité incroyable, alors que des gens vont dire non, il est pas bon parce que le mixage est pas bon, parce que tel truc, parce que la caisse claire, parce que machin, parce que bidule. Mais je sais, pour avoir discuté avec par exemple Barney Scottek du coup, que lui il dit bien que le mixage est ignoble, etc. Et si jamais vous voulez parler pendant 3 heures avec Barney, lancez-le sur ce sujet. Il vous tient même plus de 3 heures, je pense qu'il vous tient 6 heures. Clairement. Dites-lui sinon, le mastering sur l'album de Metallica, il est pas bien fait. Il va dire, alors déjà c'est mixage. Ouais. Et là c'est fini. Et c'est parce que il connaît son sujet, c'est important pour lui, c'est normal. De la même manière que moi, si vous me dites, je sais pas, tel artiste, si vous me dites que de la psytrance et de la tech psytrance c'est la même chose, je vais faire, alors non, déjà. Well, actually, comme ça, je laisse continuer. Mais ouais, du coup, c'est vrai que, par exemple, cet album, du coup, qui est Cet Anger de Metallica, au cas où vous l'avez pas encore capté, pour moi, il est d'une qualité incroyable, alors que c'est vrai qu'à l'écoute, les gens vont juste être en mode on n'entend pas grand-chose au final, c'est quoi cette merde? Moi, je trouve qu'il est fou. Et je trouve qu'on ressent vraiment tout ce qui a été insufflé dedans. Et pour moi, c'est un album qui représente énormément au niveau de la colère, au niveau de la rage, au niveau des ressentis de la vie, etc. C'est quelque chose de très profond. Et pourtant, il n'est pas populaire. Enfin, dans la communauté des fans de Metallica, ou juste des fans de métal, des métalleux, comme on les appelle, c'est pas un album qui est apprécié. Généralement, c'est un album où on en parle en tant que blague, en mode c'est Anger de Metallica, mais oui, très bon album, lol. Alors que, il y a des gens comme moi qui l'apprécient. Et pourtant, il est pas populaire. Donc, c'est pour ça que vraiment, pour moi, popularité, ça dépend aussi. Et la qualité, vraiment, c'est ça en fait, ça dépend vraiment des personnes, de ce que les gens vont avoir comme critère de qualité. Clément disait que, Megastronomer disait que lui, voilà, il y avait un certain nombre de critères à réunir. Moi, perso, je suis fan de Lulu de Metallica. À partir de là, je pense que voilà, je n'ai pas vraiment de peut-être de respect envers moi-même, je ne sais pas, mais j'ai pas de seuil en fait. Je viens de défendre au milieu des minutes. Ouais. Oui, Je voilà. sais. On se désolidarise là. Tes potes un peu relou, tu le défends, puis là il lâche un truc nazi, tu fais non mais là tu fais. Non, calme-toi. Non, attendez. J'ai dit Lulu, j'ai pas dit autre chose. Donc vous le saurez, d'accord, vous l'apprendrez sur Sunbazer. Aimer Lulu égale être nazi, c'est la même chose, d'accord. C'est un très bon point Godwin, merci. Quel enfer. Nous sommes plus sur Twitch, on a été ban, ça y est. Mixer Allez, du coup les gars la prochaine fois. Ouais, on a été payé Mixeur, hein, voilà. Non, en vérité, oui, les gars. si je peux répondre Les accusations. à Walter, non, elle m'a pas accusé. Calmez-vous, accusé, monsieur le alors. présentateur. Il est Tu nous manipules ou quoi? Alors, que réagis-tu au fait que Walter ait dit que tu étais un salaud de. En vrai, non mais c'est marrant parce que du coup c'est vrai que Cet Anger n'est pas un album hyper populaire au sein de fans de Metallica. C'est même devenu la running joke de tout métalleux qui se respecte, quand bien même ils l'ont écouté ou pas d'ailleurs, hein, souvent. Le truc c'est que moi je pense que beaucoup de gens l'aiment pas parce que je pense que Metallica c'est la communication sur l'album, je pense qui a un peu foiré, c'est-à-dire que Metallica, genre, tout le monde le voit comme cette espèce de sommet de la pyramide, tu vois. C'est le truc où t'attends un truc qui est péchu, qui a cette qualité sonore, notamment depuis le Black Album. Parce que le Black Album, c'est un album qui a redéfini les canons de popularité et de qualité dans le métal
dans le heavy metal surtout, dans les années 90. Genre, vraiment, il y a eu un avant et un après. Tout le monde s'est mis à refaire du Black Album après. Et quand tu vois que les types qui ont fait le Black Album te sortent la batterie de Lars Ulrich sur Sentenger, il y a eu des gens, je pense que ça les a surpris et ça les a totalement pris de court parce que il y a une espèce de discontinuité quoi. Il n'y a pas une continuité dans les intentions, j'ai eu l'impression, dans la communication qu'a fait Metallica autour. En plus, on sait que là, à cette période-là, le groupe, c'était pas exactement l'entente cordiale. He fucking left the band. Non, mais, oh là là. Matez le documentaire si vous avez jamais vu. Kind of Monster. C'est Some Kind of Monster. He fucking left the band. Sur cette espèce d'épopée qu'a été l'enregistrement de cet album. Mais non, Paul, c'est Bob Rock qui fait la base d'ailleurs sur Sentenger. Ouais. Rick Rubin, c'est lui qui a gâché Death Magnetic. Mais genre gâché. Les mots sont dits. Non, Mesdames et messieurs, non, parce que j'ai vu qu'il y avait le débat dans le chat sur Baroness, ça parlait de Golden Grey, etc., qui est un album très bien, mais immonde à l'écoute, parce que le mix est atroce. En termes de mix atroce, Death Magnetic, c'est un enfer. C'est un des meilleurs albums de Metallica, il est inaudible. Il te pète les oreilles, c'est un scandale. Et du coup, je sais qu'il y a Barney Scottek qui est starting block parce que j'ai prononcé le nom de Rubin. Il est en mode oui, alors il revient de sa salon. mais c'est sûr que la qualité, elle passe par tellement de choses dans un album. Vous en avez parlé. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que même si t'apprécies pas quelque chose, parce que ça te touche pas, comme tu le disais, Megastromer, tu peux quand même, je pense, reconnaître des choses. Et c'est ce qui est bien. C'est rare quand il y a vraiment le quartet quintet plus dans l'ordre où tu dis non mais il y a rien qui va. C'est rare. C'est rare. C'est très très rare où il y a vraiment genre la prod est dégueulasse, le chant est immonde, les instruments sont faits avec le cul. Enfin, c'est rare. Surtout maintenant. Genre, Oui, surtout maintenant, ouais. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gamins de 16 ans avec Ableton Live et des comment on appelle ça, des virtual instruments qui font des albums bien produits. Je veux dire, si tu n'y arrives plus maintenant, c'est vraiment t'as pas voulu le faire. C'est un truc artistique, tu vois. Autant dans les années 80, il te fallait 30 000 balles et 2 ans d'expérience, 2 ans de travail pour faire un vrai truc. Maintenant, bon, c'est ça devient même une qualité. C'est tellement rare que quand ça quelqu'un le fait, qu'il n'y a rien qui va, ça devient du shitpost et ça devient génial. Genre, voilà, la chaîne de K-Mac, on l'a par exemple. qui est exactement dans cette veine-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va, mais c'est vraiment parfait. C'est genre, tout le monde prend du plaisir. Pour revenir sur Sentenger, parce que j'insiste, je persiste, j'essaye. Pas passer trop de temps sur Tanger quand même. On va enchaîner, t'inquiète. Juste pour dire que même moi, c'est un album auquel je trouve des qualités. Parce que la batterie sur Frantic, elle a beau être genre voilà, c'est ça, c'est juste des coups de maillet dans un bout de tôle, et bah c'est trop bien parce que ça symbolise, ça fonctionne parce que justement la pochette de l'album, c'est juste un type qui va te frapper. C'est vraiment, c'est brut de décoffrage et il y a un truc qui fonctionne, il y a un truc qui te fait juste envie de cogner la tête sur des trucs. Et c'est vraiment réussi pour ce coup-là. Et je pense pas qu'après les fans de Metallica s'attendaient à ça. Mais... Alors là-dessus, moi, un truc qui m'intéressait, et on va en parler, il y a deux choses qui pour moi permettent de lancer la question. Déjà aussi la popularité. Je pense qu'on peut aussi définir popularité au sens de... Parce qu'au début, on a parlé, j'ai amené l'idée que du top 5 artistes actuellement sur Spotify, etc. Donc cette popularité temporelle. Et ce que disait Tolol, il a raison là-dessus. Moi, je pense que ce qui fait quelque chose est populaire, au sens réel du terme, c'est aussi la durée. C'est-à-dire que le temps va effacer tout ce qui n'est pas vraiment marquant. Là, actuellement, il y a des choses qu'on dit, ça c'est populaire actuellement, c'est pas ouf, mais en fait, ça se trouve, dans 5 ans, on aura oublié, justement. Parce que, justement, le truc avance, et c'est parce que les choses restent en place, parce que les artistes restent connus, parce que les artistes restent respectés, que là, il y a une marque de vrai quelque chose. Je pense qu'actuellement, par exemple, des groupes qu'on peut pas trop aller contre, je veux dire, on peut pas trop dire que les Beatles c'est de la merde, les mecs ont fait de la musique il y a plus de 50 ans, et c'est toujours aussi bien. Enfin, je veux dire, il y a encore des gens qui écoutent, il y a encore des gens qui en achètent, il y a encore des gens qui en parlent. Voilà. Tous les groupes de classique rock, etc., des années 60-70, maintenant, on a un petit peu de recul pour dire que c'est pas mal. Un autre élément dont on va discuter maintenant aussi, je mets ça comme ça, mais quelqu'un en a parlé dans le chat, j'essaie de retrouver le message, mais sinon je dirais, c'est que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, peut-être encore plus, c'est déjà le cas avant, il faut se rappeler qu'on est quand même dans l'entertainment business, mais un artiste, un groupe, c'est pas que de la musique. C'est un package avec une identité musicale, avec un propos, avec plein de choses. Et en fait, il y a des groupes, des fois,
bah en fait ils ont l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, ils ont une identité de fou, genre je vais pas vous citer des trucs de fou, mais imaginons que là demain Ghost, de Voltaire, mais non, le Ghost, c'est un groupe, ils ont le même concept mais avec des musiques de merde. Bah, c'est un groupe qui a un concept de ouf, mais qui par contre n'a pas de musique. Il y a des groupes par contre ils ont la musique et pas de concept. Il y a des tonnes et des tonnes de groupes de métal, etc. Les mecs ils ont la musique qui détonne, mais par contre ils sont enfin les mecs viennent en t-shirt noir, jean blanc et jean noir et machin, et ils font de la musique et il y a aucune identité, il y a peu d'identité au sens de vraiment des stars, de quelque chose qui va attraper ton attention, etc. Et donc c'est ça aussi qui joue la popularité. Il y a des groupes des fois qui musicalement c'est pas forcément le truc qu'on a écouté, mais en termes de concept, de produit, en termes de ce qui balance en termes d'identité, ça nous touche. Et donc je vais vous lancer là-dessus. Donc peut-être sur ce côté déjà pour commencer, le côté de la temporalité. Est-ce que pour vous par exemple il y a déjà plus de respect à avoir pour un artiste qui est connu sur la durée, j'imagine que oui, mais je vérifie, que quelque chose qui est connu à l'actuel. Parce que par exemple, on peut se dire qu'un artiste qui actuellement tape top 1 des charts et qui le fait pendant 2 semaines a moins de valeur qu'un artiste qui fait, je sais pas moi, 10e mais pendant des mois. C'est plus de valeur. Donc la question c'est est-ce qu'on a plus de respect pour quelqu'un qui tient dans la durée, mais qui tient dans la durée sur sa carrière ou qui tient dans la durée dans la conscience collective? Plutôt est-ce que pour vous, par exemple, la popularité, ça peut être quelque chose dont on peut parler au sens actuel du terme, on va dire popularité maintenant, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez juger avec le temps en fait? Est-ce que la popularité va jouer avec le temps par exemple? Ou à quel point en fait? À quel point c'est important pour vous? À quel point vous trouvez que un artiste peut être marqué comme qualitatif? Tu vois, on dit popularité et qualité. Mais est-ce que justement un artiste qui reste en place pendant longtemps, ça ajoute pas un petit peu à sa qualité au final? Alors, à mon sens perso, non. D'accord. Parce que, en fait, à l'heure actuelle, on est... Enfin, je sais pas. J'aurais du mal à expliquer réellement le fond de ma pensée, mais je vais pas avoir plus de respect pour Tool qui est connu depuis plus de 20 ans que pour un jeune groupe de metal prog qui vient de commencer et qui défonce tout autant qu'eux. J'aurais pas plus de respect pour eux. Mm-hmm. J'aurais toujours plus d'affection, effectivement, mais pas plus de respect. Le respect que j'ai envers les artistes, c'est juste le respect de réussir à faire quelque chose qui représente ce qu'ils ont voulu faire pendant... Parce que des fois, tu as des groupes aussi qui font des trucs qui, au final, ne correspondent pas du tout à leur vision de base. Parce qu'ils se sont plantés à un moment donné. Mais j'aurais pas plus de respect pour un artiste qui est plus populaire sur le long terme que pour autre chose. J'aurais pas de respect pour Calogero. Voilà. C'est pas ça. Pas plus de respect pour Calogero que pour une autre personne, tu vois. Alors qu'il est connu depuis... ou Yannick Noah, parce qu'ils sont connus depuis super... Allez, Johnny, tu vois. Allez, papa Johnny. Mais j'aurais pas plus de respect pour Johnny que pour un autre artiste français qui va démarrer demain et qui va connaître un truc de popularité immense, surtout qu'à l'heure actuelle, ça peut très vite monter, comme ça peut très vite redescendre. Après, pour la question de durée, popularité, etc., il y a aussi, pour pas mal d'artistes, le fait de plus tu dures, plus il y a de chances que ton produit devienne décevant. Dans le sens où on a déjà vu des exemples de groupes qui sont venus, ont fait des bonnes choses, ont continué, ont fait des choses bien, peut-être un peu moins bien, peut-être mieux, et qui plus elles avancent, elles ont sorti des trucs décevants, et ça a fait que leur image est terminée. Et du coup, je voudrais citer aucun groupe de punk des années 90 qui commence par Green et qui finit par Day, parce que j'aimerais juste rappeler que leur dernier album est une chiasse absolue. Il y a une chronique disponible sur le site si vous voulez. Oui, mais après, c'est même pas tant pour ça, c'est juste pour dire que plus t'avances. Tu vois, c'est pareil pour un groupe comme AC/DC qui fait la même chose depuis 40 ans, mais ou les Rolling Stones, tu vois. Les Rolling Stones, c'est quand même un groupe mythique. Or, ça fait 10 ans que tout le monde dit wesh, les frères, arrêtez maintenant. Parce que tu les vois. Non, mais parce que tu vois les concerts, tu vois les trucs, tu fais. C'est dur. C'est ça, dur. Et du coup, la popularité. Avec le temps, elle a grandi, mais il y a des générations qui vont connaître les Rolling Stones parce que les gens en parlent, parce que c'est les Rolling Stones et qu'ils ont construit quelque chose, mais qui vont voir les trucs récents et qui vont se dire vas-y frère, pourquoi je vais écouter ces connards? Ils ont 70 piges, ça tient pas la route, ça sonne avec le cul. Et je pense que ça peut aussi desservir. C'est là où le concept de durée peut aussi être le propre piège d'un groupe, tu vois. Tout à fait. Je pense que, par exemple... Ça, là, tu parles des groupes aussi. T'as des exemples, genre AC/DC, c'est typiquement le groupe qui est tombé sur le filon dès le premier album, quasiment. Ils ont cartonné. Et
ils ont pas cherché à faire de lignes discontinues. Ils ont tracé tout droit pendant 40 ans. Et au grand bien de leur banquier. C'est-à-dire que ça a extrêmement bien fonctionné. C'est resté super populaire, mais au final, cette popularité, ils se sont piégés en fait. Parce que à partir du moment où AC/DC ne sort pas un album comme Back in Black, ou je vais pas les citer parce qu'il y a trop de titres en fait, il y en a tellement qui sont tous pareils que voilà. À partir du moment où ils vont dévier, C'est fini. ils savent que c'est le canyon. C'est comme quand Kiss a arrêté de faire leur maquillage et tout. Dès qu'ils sont tombés sur un filon de popularité et qu'ils ont décidé de pas en sortir, quelque part ils se sont condamnés après 40 ans à vraiment tourner en rond et à devenir la propre parodie d'eux-mêmes, quoi. Après, pour revenir sur le concept, pardon, tu parlais du concept. Des groupes qui ont des concepts et qui durent. Certes, ça aide. Mais on l'a vu aussi qu'il y a des groupes où leur concept, c'est entre guillemets, attention, c'est effondré et ont continué à performer très très bien. Exemple, Nœud Coulant. Slipknot, donc. Slipknot, hein, pour les gens qui ne parlent pas. Parce que Slipknot, quand il débarque, ça reste quand même des connards de l'Iowa qui sont masqués et personne sait qui c'est. Et tout le monde fait putain, c'est génial! Puis d'un coup, bon, ils sont démasqués, Rest in Peace Paul Gray. Et tout le monde a fait ah, c'est dommage! Vas-y, rebalance l'album quand même! Et ça continue maintenant et tout le monde est passionné. Et pareil pour Ghost. Ghost, je veux dire, depuis le deuxième album, on va dire, allez, mi-deuxième album, mi-Meliora, je pense que tout le monde sait que c'est Tobias Forge derrière. Et quand il a été démasqué, tout le monde a fait quoi? Et pourtant, tout le monde va continuer à aller, parce que même si le concept c'était des mecs masqués et des gens à côté, les maintenant on s'en fout. C'est acté, c'est lui, et il a quand même réussi à développer quelque chose autour qui fait oublier que c'est Tobias Forge. Donc le concept ça aide, je pense qu'un concept ça peut aider à t'établir, mais après si tu brises le concept, si t'es assez bon, c'est pas grave. Exactement. Mais c'est un facteur parmi tant d'autres en fait. Non, mais c'est un facteur, on est d'accord. Voilà, mais c'est pour dire que t'es pas forcément obligé de rester sur le même truc toute ta carrière pour évoluer. Et d'ailleurs, ça peut être aussi un lien avec un autre débat qui pourrait se croiser sur l'évolution de la musique. Et on le voit avec plein de groupes, notamment Architects. Alors je sais, je cite que mes chroniques, je suis désolé. Mais ça fait partie aussi de ça, dans le sens où ils avaient un truc, ils ont grandi, ils ont dévié de leur truc, et maintenant j'ai l'impression qu'ils sont plus populaires qu'avant. Et grand bien leur face, alors que je trouve qu'ils ont perdu en qualité, mais ça c'est un choix personnel. Et pourtant, les gens vont te dire, bah non, c'est mieux, parce qu'ils sont plus populaires, donc c'est que ça doit être de meilleure qualité. Tu vois, on peut prendre aussi le truc comme ça. Voilà, il y a tellement de facteurs, de groupes, d'exemples qui font que tu pourras toujours mettre un argument, quelqu'un va te donner un autre, tu vas faire, ah oui, mais il y a ça, Le questionnement qui va de la base aussi, c'est même pas forcément pour un groupe qui continue, c'est-à-dire que par exemple, c'est aussi juste que un album ou un produit musical qui est sorti à une date donnée, si des années après on en parle encore, c'est peut-être que quand même quelque chose. C'est-à-dire que le temps va rajouter cette sorte de truc. C'est pas la question de la carrière du groupe, tu vois, mais genre demain, j'en sais rien moi, demain Ghost, ils annulent tout, ils arrêtent de refaire la musique. Si on en parle encore dans 10 ans, malgré qu'il n'y a plus d'apport, ou peu d'apport marketing, qu'on en parle plus, qu'ils font plus de concerts, etc. Si ça reste encore, c'est qu'il y avait quand même, ça manque qu'il y avait quand même quelque chose que les gens, ça a tellement marqué qu'ils y reviennent dessus des années après. Je suis d'accord, j'aimerais citer Stone et Chardin. Voilà, on n'oublie pas Sonny Chardin. Je veux dire, si tu peux regarder en France, tu regardes la flopée de groupes qui ont fait numéro 1 du top 50 et qui ont percé et qui sont populaires, alors qu'ils ont fait un truc, ils sont venus, ils ont pris l'argent. Coucou Boris, coucou Benny B, plein de gens, on s'en souvient tous, on les connaît tous, ça passe tout le temps. Coucou Benoît. N'hésite pas de tourner surtout, hein, c'est Tourne-toi bien, ouais. la partie importante. Ça. Mais du coup, on les retient parce qu'ils ont fait un one hit wonder comme disent les Allemands. Et mais du coup, enfin, ils sont populaires parce qu'ils ont réussi à percer, mais qualitativement ils ont pas là, et ils sont populaires parce que on s'en souvient comme ah ouais, tu te souviens de ce type qui a fait un machin. Donc c'est pareil, ça reste sur la durée, mais parce qu'on s'en souvient limite comme une blague. Tu vois, je vois que ça parle de Gojira dans le chat. J'ai une question pour vous dans le chat et pour les intervenants. À votre avis, qui a fait le plus de streams Spotify entre Axel F de Crazy Frog et Stranded de Gojira? Moi je sais. Ah, tu me l'as déjà dit. Tu nous l'as dit donc. À votre avis sur le chat, je vous laisse deviner. À votre avis, qui a fait plus de streams entre les deux?
Ah, moi, j'aurais juste un truc à dire par rapport à tout à l'heure où Tolol disait que. Il a parlé à un moment donné des groupes et de genre ce qu'ils font à l'heure actuelle, machin, mais qui sont quand même populaires. J'aurais juste un nom à donner, et ça va faire écho à un podcast qui va bientôt sortir, The Cure. Ce qui sort maintenant, c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas bien. Vraiment, j'arrive pas à trouver ce qui peut être agréable là-dedans. Pourtant, en live, ils te tiennent 2h30 sans trembler des genoux. Et ça reste populaire, donc c'est juste, ouais, c'est ça. Il y a des fois des artistes qui, à l'heure actuelle, vont sortir des choses que nous on va pas considérer comme étant qualitatives, mais ça va fonctionner parce que ils sont super populaires. Et parce qu'ils étaient populaires il y a 10 ans et que du coup ça continue de fonctionner et les gens vont acheter parce qu'ils se disent ouais c'est bon, c'est machin qu'a fait, on connaît, on y va quoi. Bah du coup, il y a à la base on parle de qualité et de popularité. Je pense qu'avec Tolol on a dit que les concepts, ça peut être à la fois ce qui te donne la popularité et donc, à la fois parce que tu as trouvé le bon concept, on va dire que c'est un gage de qualité d'avoir un bon concept et ça te donne cette popularité, mais à la fois, le problème c'est que cette popularité va vraiment pouvoir se retourner contre toi Parce que les attentes et définir en fait, à partir du moment où tu définis ton concept, tu définis aussi ce qu'est la qualité de ton produit en fait. Et de ce que va devenir la qualité de ton produit. C'est-à-dire que Ghost, une fois qu'ils ont commencé de faire leur concept, ils se sont mis dans cette boîte en fait. C'est-à-dire que même si Tobias Forge en effet son identité elle est révélée, en fait il s'en fout parce qu'il a l'église autour de lui en fait. Littéralement. Et donc tant qu'il respecte le format qui s'est donné sur les premiers albums, la popularité elle risque pas trop de bouger en fait. Et elle risque pas trop de se retourner contre lui. Et après, c'est à lui de changer, de repeindre les murs de l'église, de changer un peu la direction selon sa volonté. Mais vraiment, je pense que ce qui fait la force des artistes, et là, on peut peut-être revenir sur la notion que tu avais lancée de respect ou de notoriété. Les artistes qui font vraiment notoriété dans leur domaine, je pense que c'est ceux qui arrivent à conserver leur popularité, voire même à la faire augmenter, en naviguant dans ce qui leur plaît, quoi, dans ce qui leur est propre. Il y a sûrement une ligne fine à avoir entre l'évolution en tant qu'artiste, toi ce que tu veux faire, et les attentes des fans, une ligne fine où t'es un petit peu dans les deux, tu vois, le dirham de veine, faut qu'il se croise un petit peu en mode, faut pas que ce soit trop éloigné, tu vois. Là il y a un exemple récent qui est comme ça, par exemple, Audit to Remember a sorti un album dans Webcom il y a quelques temps, là, il y a quelques semaines, et eux-mêmes se sont dit, en fait c'est un album qui tranche un peu ce qu'ils ont fait par le passé en termes de musique, et ils ont dit, on n'est pas allé aussi loin qu'on aurait voulu, on a gardé des morceaux plus tard parce que sinon ça aurait été le bordel. Même eux ont fait, on va y aller doucement. Voilà, c'est une gestion. Faut arriver à gérer cette feeling, tu vois, qui fait que les gens sont un peu surpris mais pas trop. Après, pour revenir sur la popularité, il y a un exemple qui est pour moi assez frappant, et qui est au final peut-être plus important pour un groupe, c'est aussi la popularité d'estime dans le milieu dans lequel tu es. Bien sûr. Parce que c'est sûr qu'on a tous envie, je pense que quand tu fais un groupe, tu as envie de vendre des pelletés de disques pour avoir la grosse moula, on est bien d'accord. Ça joue. Après, tu peux avoir une popularité d'estime importante dans le milieu que tu es et une influence dans laquelle il y a une grosse influence. Pour autant, tu vas peut-être pas forcément avoir une popularité mondiale à la hauteur du talent que tu pourrais avoir. Et je pense que si vous me connaissez, vous savez très bien quel groupe je vais citer, puisque je vais parler de Rush. Bah oui. Rush, c'est un groupe qui, si on regarde la popularité, si tu vas en Amérique du Nord, ils sont intouchables. Si tu vas en Europe, et plus particulièrement en France, tu fais bonjour, vous connaissez Rush? Ils vont te dire bah oui, le film sur la Formule 1. Ouais, oui. Mais le groupe, tout le monde s'en branle. Et pourtant, si tu prends des musiciens, vraiment, tu dis salut, tu connais Rush, ils vont faire ouais, Neil Peart, je le prends en bouche, Geddy Lee, je le prends en bouche, Alex Lifeson, je le prends en bouche, les trois en même temps. Enfin, et ils vont reconnaître, ils ont un succès d'estime parce que leur talent était grandiose. Donc, il y a aussi cette popularité-là, dans le sens où c'est une popularité qui fait aussi de leur musique un gage de qualité, à mon sens, même si c'est peut-être pas forcément une musique sur laquelle tu n'accroches pas. Et là, je regarde Walter, parce que je sais qu'on a discuté, et c'est un groupe qui lui plaît pas forcément, et c'est pas grave, parce que c'est quand même un groupe avec une discographie très large et plein de choses. J'ai pas dit ça. T'es moins fan que certaines personnes qu'on connaît. Je suis plus fan de Rush que de Pink Floyd, par exemple. Bon. Non mais très bien. Mais pour rester sur Rush, c'est un groupe
qui est pas forcément sur le devant de la scène quand tu parles à des gens, mais qui a un succès d'estime très grand. Et du coup, ils sont populaires dans une sphère. Et je pense que c'est synonyme de qualité parce que les gens sont unanimes, les pairs sont unanimes, comme disait Megastromer plus tôt. Et pour moi, c'est une popularité et c'est synonyme de qualité dans ce prisme-là. Oui, et en même temps, Rush, ce qui est drôle, c'est qu'au début de leur carrière, ils ont eu des drôles de rapports avec leur popularité. C'est-à-dire que ils ont commencé à faire le filon du hard rock et ils se sont dit, bah ça marche bien, on fait des petites tournées dans notre zone, Canada, nord des États-Unis. Et au moment où ils ont eu une pression parce qu'ils essayaient déjà de pousser dans le moule du rock prog. Mais leur label disait on est moyen chaud, faites un album qui sera dans les clous, parce que eux ils voulaient que Rush suive ce filon de popularité. Ce qui est étonnant, c'est que je sais pas si par exemple Rush pourrait faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait 2112, qui est aux antipodes du filon qu'ils avaient suivi sur le tout début de leur carrière et qui leur a rapporté leur plus gros succès d'alors. Et ça a fait un carton. Alors, c'est-à-dire que je me permets même de rajouter un truc, c'est que ils font 2112 un an après avoir sorti un album avec une pochette verte. Je sais Caress of Steel. Merci, Caress of Steel, qui a été un four total. Et oui, ils amorcent déjà leur transition prog. Leur label leur fait bon les gars, vous arrêtez vos conneries prog. D'accord, voici un morceau de 20 minutes sur un monde dystopique où il n'y a plus de culture. Voilà. Tu vas faire quoi Les types ont posé leurs balls et au final, je sais pas, justement, il y a peut-être cette espèce de notoriété musicale c'est-à-dire ils ont tellement écrasé le game que les gens ont suivi. Ils étaient sincères, ils avaient la niaque, ils avaient un talent, je veux dire, ça suppure par tous les ports, je veux dire, les types étaient incroyables. Il y a qu'à voir Geddy Lee, le type qui joue du clavier en même temps qu'il joue de la basse, en même temps qu'il chante. Et je ne dis pas avec quel membre il fait tout ça. Et il cuit des saucisses en même temps. Et il cuit des saucisses pour le groupe aussi. Qui manif contre les CRS en même temps. Ah ouais, non, c'était terrifiant. C'est terrifiant. Mais il est toujours terrifiant aujourd'hui d'ailleurs, parce que type a beau avoir 70 balais, il a rien perdu. Ce qui ressort au final, c'est que la popularité des fois se cache dans des lieux qu'on ne s'imagine pas, ou que ça peut monter d'un coup, ça peut descendre d'un coup, c'est quelque chose qui est pas forcément assez fluide quoi. Ça peut être du succès à retardement, effectivement. Puis c'est le prisme dans lequel on le regarde. Et c'est aussi que c'est aussi l'époque. Le contexte en fait, vous demandez à un fan je veux dire à l'heure actuelle, tous les gens qui écoutent un peu de métal savent que Meshuggah, soit ils ont fait bonjour, voici comment on fait la musique, et que sans eux il y a plein de choses qui n'existent pas. Vous parlez à des gens qui connaissent pas cette scène-là, ils vont dire ils s'y connaîtront pas, et c'est parce que ça dépend aussi du contexte dans lequel on se fait l'album. Quelqu'un disait tout à l'heure, c'est un peu dans le chat, mais que le contexte musical, votre appréciation musicale va jouer sur votre appréciation d'un truc, et c'est évident. Et que, comme on le dit, la popularité peut être soit au niveau de vos pairs, des autres musiciens, elle a un intérêt quand même, la popularité commerciale, la popularité auprès des gens de la scène, il y a pas mal de choses. Maintenant, la question que moi je me pose, et je trouve que là, on parle de LoL s'y prête bien, cette idée à la base de dire popularité donne qualité, c'est partir en quelque sorte, à mon sens, sur un prémisse que si c'est le cas, acceptons que là, demain, quelque chose de populaire est forcément qualitatif, ce qui est un peu un stretch, c'est pas totalement vrai. Ça voudrait dire qu'au final, par le système de la musique, les meilleures choses arrivent au top. Ce qui veut dire que les trucs qui méritent le plus, les trucs qui sont le mieux, arrivent au top. Ce qui est faux en vrai. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que, simplement en fait, est-ce que là, dans le domaine artistique, ça se joue qu'au mérite? Est-ce que c'est juste la meilleure musique qui arrive tout en haut? Et c'est ça là où le bas blesse en fait. Do you know the money? Voilà, Lisa Monet. Do you know les contrats et les partenariats et les trucs comme ça, et non, ça marche pas. Alors Jean-Régis, pour te répondre, la popularité c'est un peu les deux, mais c'est vrai que là on parle aussi de popularité au sens de vraiment, pas forcément chiffre d'affaires, mais genre le monde entier connaît, et surtout le monde, on va dire, entre guillemets, normal, c'est-à-dire les gens pas forcément passionnés de musique, c'est-à-dire que tu vois, demain tu dis Jean-Jacques Goldman à quelqu'un, alors des gens connaissent Jean-Jacques Goldman, tu vois, pas de problème, tu dis, j'en sais rien, tu dis... Red Sky. Mars Sky par contre, bon, Zob. Donc tu vois, c'est que ça parle, voilà, c'est ça, la vraie popularité, normalement, c'est celle qui touche absolument tout le monde. Et là, voilà, du coup, au final, on arrive au point qui se dit, c'est que, à l'heure actuelle, et je sais pas si ça changera, je sais pas si c'est possible de changer, mais
ce qui arrive, ce qui est populaire, ne mérite pas la popularité. En fait, personne ne mérite la popularité, personne ne mérite quoi que ce soit, ça se mérite pas. Ça arrive parce qu'il y a un truchement de facteurs. Je suis pas d'accord. Voilà, bah, on n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que quand tu bosses, tu mérites le succès. Après, est-ce qu'il arrive ou pas, c'est autre chose. Certes. Et on va prendre un exemple qu'on a cité plus tôt et je l'ai perdu, c'est pas grave. Mais il y a des groupes qui bossent de ouf, qui ont du succès, qui le méritent, et il y a d'autres groupes / artistes où c'est des gens qui viennent juste parce que c'était des les boys bands, c'était Chris qui en parlait, Enjoy the Noise. À l'époque, les boys bands, boys girls, ça chante pas forcément bien, ça chante correct, mais ils sont surtout là parce que c'est des belles gueules et que ça danse. Et c'était principalement ça qui vendait. Et ce qui méritait leur succès, je suis pas spécialement sûr si on parle de qualité. Après, ils l'ont eu, tant mieux pour tous ces groupes. Et à contrario, tu peux toujours prendre, évidemment, on connaît tous ici et dans le chat, 127 247 groupes qui a 40 vues sur YouTube, 200 abonnés sur Facebook et 50 écoutes sur Spotify, qui fait de la musique qu'on trouve géniale et qui mériterait de percer. Et malheureusement, ils peuvent s'asseoir dessus. Malheureusement, le mérite frappe pas à toutes les portes, et ça c'est dommage. Et aussi parce que quand t'es un petit groupe, t'as pas forcément Live Nation qui va débarquer, qui va faire des campagnes de pub de partout avec des pubs Spotify et des machins et des trucs et bidules et voilà. Et je prends Live Nation, mais il y en a tant d'autres, hein, évidemment. Hein. Là je l'ai pris eux parce que je l'avais en tête, hein. Attention. Mais voilà, c'est le plus difficile, et ça tout le monde le sait, c'est de réussir à avoir le déclic pour pour percer, entre guillemets. Avoir le début de notoriété. Une fois que t'as ça, t'es soutenu par des gens qui vont te faire percer, etc. Mais ça, c'est le principe de n'importe quel système médiatique. Plus t'es connu, plus t'es connu. Eh oui. Et il y en a certains, ils bossent à fond pour sortir des œuvres, etc. et pour, entre guillemets, mériter ça. Et t'en as d'autres, et tu le vois sur d'autres choses que de la musique, les gens les connaissent, ils sont sous le feu des projecteurs, alors que c'est des pignoufs. Et c'est triste, et on se dit toujours, putain, mais arrêtez de parler de ces personnes, parlez de machin, ou arrêtez d'écouter ces trucs, parce qu'on sait très bien que c'est personne lambda A sur instru B qui fait chanson C, et que tu pourrais remplacer par personne lambda B sur instru D qui fait chanson E. Et c'est comme ça. Mais ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours comme ça. C'est triste, mais c'est la réalité. Parce qu'il y a des études de marché derrière, parce que c'est ce qui te rapporte de l'argent, parce que c'est machin, parce que c'est comme ça. Parce qu'on est dans un monde qui est régi par ce qui rapporte le plus. Et c'est triste. Parce que si on dirigeait le monde, crois-moi que les radios, ça diffuserait du Knock and Loose, du Clone, du Ghost, du Slipknot, du Hetz, du Madison Cunningham, du Nowhere, du Tenacious D tout le temps. Et des trucs comme ça. Tenacious D, putain. Mais on passerait des chansons sur des paix toute la journée. Mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Devin, il fait ça, hein. Mais tu parles de groupes qui bossent de ouf pour avoir accès à la popularité. Là, je suis en train de réécouter un certain groupe qui s'appelle Polyphia. Ah bah là, ça ils font que bosser, ils bossent tout le temps. Puis ça ils sont de plus en plus connus. Un groupe qui, pour le coup, un autre groupe qui a aussi sûrement beaucoup bossé et qui, dès leur premier album, ont accédé à une popularité assez immense, Royal Blood, qui va sortir un album la semaine prochaine, ou la semaine d'après, la semaine prochaine. Et c'est là que tu te rends compte que il n'y a pas juste le côté d'arriver au bon endroit, au bon moment, machin. Il y a aussi juste... il y a de la chance et il y a le truc des gens qui vont découvrir rapidement et qui... Voilà. Nous, effectivement, on connaît tous des groupes qui, à chaque fois, on se dit, mais pourquoi c'est pas connu, pourquoi machin, pourquoi truc, pourquoi bidule. Et à contrario, des trucs, on se dit, mais pourquoi ça c'est... comment ça se fait que ce soit si populaire ? Il y a une raison derrière tout ça. La raison, c'est que généralement, c'est de la musique qui est plus... pas populaire, mais médiatisée. Parce que je reviens sur le truc de... à l'heure actuelle, quasiment tout peut être populaire. Enfin, la musique rock, c'est populaire. La musique métal, c'est populaire. La musique rap, c'est populaire. La musique... Et en fait, c'est moins médiatisé. Et en fait, c'est là le côté de popularité. Est-ce qu'on parle du fait que ce soit médiatisé ? Parce que popularité, beaucoup de monde connaît. Médiatisé, ça joue. Tu vois, ça dépend de ce qu'on regarde et des médias qu'on consomme. Oui, après, il y a aussi un rapport avec le fait que certaines personnes voient la popularité comme une fin en soi et pas la qualité. Enfin,
disons-le, il y a des personnes qui, par le biais de la musique, atteignent en fait cette espèce de statut. Ils font la popularité, ils font ça de leur métier en fait. C'est leur métier d'être populaire presque. Mhm. Et dès lors, la musique en fait, c'est presque, des fois ils la font en sous-traitant en fait. Combien de succès ont été écrits par des auteurs dont on ne connaîtra jamais le nom, malgré le fait que bah, ça fasse des millions de vues, malgré le fait que ça fasse des millions d'euros. Le fait est que beaucoup de grands noms de la musique actuelle aussi savent sous-traiter les bonnes parties de leur processus artistique aux bonnes personnes. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est très très difficile à acquérir sans avoir déjà touché de ce qu'on va dire, sans être au cœur d'un système de compétition capitaliste, quoi. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'un bon artiste qui essaie de faire un bon album, souvent s'entoure d'un bon producteur, par exemple, qui va venir lui guider dans sa direction artistique, pour aller dans le bon sens, pour modifier un peu le son, etc. Il va s'entourer de personnes qui vont l'aider. Et c'est vrai qu'actuellement, la musique se fait, je sais pas, plus rarement, plus souvent, je sais pas trop, mais se fait, enfin, c'est... Si tu peux, parce que ça existe toujours, on va les one man man, un mec qui fait tout seul, il débarque, etc., il fait tout seul, mais les artistes assez mainstream, etc., assez connus, ils vont faire la musique avec d'autres personnes, ils savent s'entourer correctement. Et donc là, c'est vrai que voilà, cette question-là du mailing, moi je la trouve intéressante, au sens où, en fait, quand on dit popularité égale qualité, c'est vrai qu'on arrive à cette question du prémisse du est-ce que forcément, bah tu vois, c'est l'idée de ce serait la logique. Il y a des gens pour qui, j'imagine, hein, à l'écoute, ou parce qu'ils écoutent ça, ou parce que ce qui est populaire à l'heure actuelle leur convient, parce que faut aussi voir que notre point de vue à nous, moi je suis fan de ça, de ça, de ça, de ça. Je veux dire, à l'heure actuelle, en France, par exemple, les deux styles les plus écoutés, c'est les variétés et le rap. Si t'es fan de rap, je veux dire, pour toi, la vie est belle, hein. Je veux dire, au quotidien, alors ça dépend si t'aimes pas forcément le rap qui passe à la radio, mais au quotidien, la musique qui passe à la télé et qui passe à la radio, ça correspond très bien. Je veux dire, de cette personne-là, tu vois, forcément, je veux dire, quelqu'un qui est archi fan de la pop actuelle, de comment elle fonctionne, lui, il écoute la radio, oh putain, ça c'est sorti, c'est trop bien, il va danser, enfin, c'est pas forcément plus mauvais, tu vois. Donc, la question qui se pose, c'est aussi d'être en mode, est-ce que pour cette personne-là, tu vois, ça mérite pas d'être populaire? Est-ce que en étant populaire, elle se dit, ah bah, vu comment c'est connu, c'est forcément que c'est bien, etc. Et c'est pas forcément une position qui est totalement fausse. Mais c'est vrai que, de ce que tu disais, toi, voilà, toi, tout ça peut être différent. Et on peut voir qu'on connaît tous, comme vous l'avez dit, hein, Walter comme Tolol, qu'il y a des groupes qui mitraillent depuis des années et qui sont pas connus. C'est clairement le cas. Non mais tu vois, il y a un truc quand on parlait avec l'accessibilité, on parlait de la qualité de production tout à l'heure. Il y a un truc qui a fait que le rap aussi a explosé, c'est toute la vague de rappeurs SoundCloud aussi. Ouais. C'est des mecs qui ont bossé des instrus de chez eux et qui ont explosé, et ça continuera encore maintenant parce que c'est simple, c'est un peu le comment dire, c'est la version 21e siècle des groupes qui se lancent dans le garage de leurs parents et qui grattent des trucs et qui arrivent à se faire voir et qui font 2-3 concerts derrière. C'est la version moderne. Sauf que t'as plus besoin de faire de concerts parce qu'avec Internet, ça se propage puissance 10 000. Mais c'est le côté, on se fait nous-mêmes, on découvre. Tiens, alors j'ai fait une instru, je vais poser dessus. Ah, 140 millions d'écoutes. Eh ben très bien. Et ça se voit beaucoup plus sur le rap parce que c'est ce genre qui marche déjà le plus actuellement, et donc forcément t'as envie de te faire ta place parce qu'il y a aussi une volonté de percer dans ce qui marche, donc de récolter de la monnaie, mais ça marche aussi sur d'autres styles évidemment parce que t'es obligé de prendre un instrument. Mais j'ai l'impression que c'est très rare ce côté groupe qui part de rien et qui arrive à percer maintenant. J'ai l'impression que les groupes qui percent vraiment sont des groupes qui ont déjà des appuis. C'est très rare de revoir maintenant les groupes qui construisent leur popularité de très bas et qui arrivent vraiment à exploser. Alors il y en a évidemment, il y a eu les Arctic Monkeys avec la vague MySpace, t'as Last Train en France qui a eu ce phénomène de partir vraiment de bas et de commencer vraiment à grandir des échelons. Dans une autre mesure, t'as Greta Van Fleet, et on pourra en parler de Greta Van Fleet, mais je soutiens ce groupe, je défendrai ce groupe. Mais
Mais voilà, c'est aussi une nouvelle manière de faire parce qu'il y a aussi Internet qui a fait exploser ça. Et le truc, c'est que là, actuellement, c'est le rap et la pop ultra formatée à base d'instrus très basiques qui fonctionnent. Peut-être que dans 20 ans, on sait pas, ou dans 30 ans, ce sera, je vais dire n'importe quoi exprès, mais ce sera le black metal norvégien revival. Non mais, tu vois, histoire de dire que là actuellement c'est ça, parce qu'on l'a bien vu, il y a eu un retour de la country avec Lil Nas X et Old Town Road. Ça a remis un peu la country sur le devant et ça a refait une petite vague, les gens s'en sont inspirés, etc. Et de toute façon, la musique est un état de recommencement et on n'est pas à l'abri de voir du revival. Là, je veux dire, on a quand même du revival de new metal dans le rock. Enfin, c'est du new metal. Voilà. Et on n'est pas à l'abri que dans 20 ans, il y ait des gens qui fassent du revival de revival. Parce que de toute façon, c'est ça. C'est toujours la même boucle. Parce que c'est des cycles. Le retour de la vengeance. Ce que tu dis, j'imaginais vraiment, tu sais, le mec qui à 23h59 en a une armure, il se dit bon allez, tweet risqué, je balance mon son, je vais me coucher, il se réveille le matin. Alors combien de vues? Bah souvent 10-15, il voit 140 millions et fait. Ah quand même. Ah d'accord. On dirait nous avec le bug Ocha pour les épisodes de l'escale. Je vous ai expliqué. Regardez nos stats sur le Ocha et à un moment on arrive, on regarde, on fait les gars, comment ça se fait qu'il y a 350 écoutes juste aujourd'hui? On fait attendez, 350 écoutes, c'est ce qu'on fait sur un podcast sur pour 2 mois. Deux auditeurs uniques. On nous veut bien, hein, mais. Donc il y a deux mecs, ils ont fait aujourd'hui on écoute l'escale en boucle, mon pote. Ils ont écouté l'escale 175 fois chacun. J'ai fait. Je suis pas certain, apparemment c'est un bug. Malheureusement, on n'a pas 350 vues réelles sur notre podcast, mais voilà. Alors, ok. Je me permets de revenir rapidement sur ce qui a été dit un peu dans le chat où ça disait, c'est un peu le même souci dans le rap actuel, ce qui passe à la radio n'est pas forcément gage de qualité, bien au contraire malheureusement. Encore une fois, la qualité, ça dépend de ce que toi tu considères comme étant des qualités. Il y a des gens qui vont dire c'est ultra quali, machin. Et surtout, le vocodeur, il faut savoir l'utiliser un minimum. Parce que tu peux user du vocodeur à outrance, si ça passe pas dans le style dans tel tu l'utilises, ça ne servira à rien. On sait que, par exemple, Hello Vinyl déteste l'utilisation du vocodeur qui commence à beaucoup arriver dans le prog. Mais si c'est bien foutu et que ça fonctionne dans ce que eux voulaient faire, et si ça plaît à des gens, la qualité, elle est là pour certaines personnes. En fait, le vocodeur, ça reste quelque chose qui est utile et que tout le monde utilise. À un moment donné, le vocodeur, il va falloir capter ça. Toutes les voix sont retouchées quasi. Enfin, peut-être pas toutes, ok. Mais genre, majoritairement, c'est. Oui. Barnier a raison, je pense qu'il y a aussi une mésentente entre vocodeur et autotune. Oui, excusez-moi. Mais oui, effectivement. Non, mais c'est global, c'est global. Je pense que beaucoup de gens disent c'est du vocodeur alors que c'est de l'autotune inversement parce que. Et moi, le premier, hein, je fais l'erreur, attention, hein, aucun jetage de pierre. Mais c'est peut-être justement pour ça que j'en parlais rapidement. C'est genre, vocodeur, autotune, il y a quand même beaucoup d'artistes qui vont en utiliser à un moment donné dans. Voilà, donc c'est ça plutôt l'autotune, du coup, je pense, moi, c'est vraiment, ça va être utilisé, quoi. Tous les artistes quasiment les utilisent. Si Hello Vinyl, elle déteste vraiment le vocodeur, quand elle va apprendre qu'il y a du vocodeur sur Gojira, elle va faire une descente d'organes. Hein. Et on appellera l'hôpital. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'Enjoy the Noise sur Gojira. Pour moi, on touche à un truc là ici aussi, c'est que qui est un peu en lien avec nos sujets au niveau de la popularité, de la qualité, etc. Mais il y a quand même des gens, je sais, et je sais que ça c'est pas mal dans le métal, etc., qui ont une conception que si c'est difficile à faire, c'est forcément mieux, c'est forcément qualitatif, tu vois. Et ça, forcément, ça mérite d'être populaire. Et c'est quelque chose qui se discute, parce qu'au final, l'autotune, comme vous dites, il y a des gens qui disent « Oh, mais regardez, moi j'ai déjà vu des gens dire ça, et malheureusement, ça me demande pas de peu de connaissances, mais qui connaissent pas forcément les tenants et aboutissants de l'histoire, mais ils disent oh là là, dans la pop, ils mettent l'autotune partout, etc. Alors des fois, ils mettent l'autotune à outrance. Je suis d'accord que par exemple, des fois, l'autotune à fond, c'est un peu désagréable à écouter, c'est pas forcément fun. Mais il faut vraiment comprendre que dans le métal, à l'heure actuelle, 90-15% des groupes, ils vont retoucher telle note, faire ceci, ils trillent les batteries, enfin, il y a plein de petits. Et c'est pas là-dessus que ça se joue. Et du coup, la technique, faut un peu la sortir de l'équation par rapport à ça. Et c'est vrai que là, il y a un vrai débat aussi sur la partie purement technique, etc. Mais c'est pour ça que on pourrait se dire, il y a des gens qui disent ah ouais, mais là, tenez, ça, ce truc, c'est populaire, c'est un truc qui est hyper connu, etc. Forcément, c'est full numérique, full ordinateur, c'est pas fait avec vos tripes, quoi. Ce qui est pas forcément vrai non plus, quoi. Oui. Alors, je lis dans le chat que ça parle encore une fois du rap et du fait culture de rue et qu'à l'heure actuelle, c'est plus ce que c'était, machin, tout ça. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est du rap, oui et non, c'est aussi de la culture hip-hop qui s'est mêlée à ça, et il y a plein de styles qui se sont mêlés à tout ça. En fait, au final,
En fait, on peut dire que quasiment aussi tous les styles ont été à un moment donné justement pas des cultures de rue, on va dire, mais des cultures vraiment très très petites et qui se sont développées au fur et à mesure. Après, Mais du coup, vas-y, Clément. déjà, tout n'est pas parti de la rue. Il y a plein d'autres trucs qui se sont institutionnalisés vite aussi, qui étaient déjà institutionnalisés de base. Par exemple, on a parlé de musique entre guillemets populaire aussi depuis le début. Parlons de musique classique. Là, il y a clairement de la musique que beaucoup de mélomanes pourraient considérer de la meilleure qualité qui soit, quoi. C'est-à-dire que tu as des musiciens qui sont vraiment versés dans un art qui est très vieux et qu'ils ont sans cesse renouvelé depuis, je sais pas, des centaines d'années. Et pourtant, on parle pas de trucs populaires, quoi. On fait même la distinction entre classique et pop. Vraiment. Il y a vraiment il y a deux grosses sous-catégories différentes pour parler de ces musiques-là. Par contre, après, pour parler des cultures, déjà, peut-être qu'on peut faire un peu moins de centrisme sur la culture qu'on a aussi en Europe de la musique, par exemple. On peut aussi parler des notions de qualité quand il s'agit de regarder des musiques qui viennent de cultures très différentes, comme par exemple les musiques traditionnelles qui peuvent venir d'Océanie ou de musique, par exemple la musique indienne, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant à écouter parce que vraiment c'est une perte de repère de qualité totale. Et pourtant, du coup en fait c'est drôle parce que du coup à chaque fois qu'on découvre quelque chose qui nous est étranger, qui nous est un peu nouveau, on va se raccrocher à ce qui est populaire d'abord. On va toujours commencer par le haut du panier. Pas le haut du panier en termes de qualité, mais le haut du panier en termes de popularité. On s'introduit toujours par les branches les plus accessibles, quoi. Donc c'est aussi ça. En fait, il y a aussi ce lien entre popularité et qualité, c'est que la popularité est nécessaire pour passer ensuite à des choses, enfin pour raffiner, disons, ce qu'on trouve de qualité. Par exemple, si moi je me mets à écouter de la musique de Bollywood demain, je vais probablement écouter des trucs de merde peut-être au début, et j'en aurai même pas conscience. Oui. Et au fil des années, je vais finir par me raffiner, quoi. Et tout le monde subit ça. Tout le monde subit ça. T'as pas spécialement besoin d'aller aussi loin que la musique qui sort de nos carcans avec des cultures différentes. Tu prends juste l'exemple de la musique faite par des femmes. En fait. Parce que dans notre culture de musique qu'on a, t'as qu'à voir la façon dont c'est vendu, t'as l'impression que c'est une anomalie. Et ça change maintenant, parce qu'il y a eu des gens qui sont venus pour défricher et pour rendre ça normal. Mais c'est la même chose, il y a des femmes qui sont venues, c'était entre guillemets la même anomalie que quand tu écoutes quelque chose et que tu fais. Pour moi, c'est la même anomalie que quand tu écoutes les Beatles et que tu entends une espèce de guitare trop bizarre et qu'en fait t'apprends c'est de la sitar parce que les mecs sont revenus complètement drogués, ils ont fait « c'est trop bien, on va en mettre de partout !» Et c'est la même chose. En fait, t'as pas forcément besoin d'aller loin et de voir des concepts de culture différentes pour se rendre compte qu'il y a aussi des différences dans l'évolution et dans ce qu'on va écouter. Enfin, après, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où quand on va aller écouter une musique d'une culture qui est complètement différente de la nôtre, on va forcément être dépaysé et comme tu l'as dit, on va écouter des trucs qui vont nous paraître vachement bien et qui peut-être pour les personnes qui y vivent vont faire putain mais pourquoi est-ce qu'il écoute ça, c'est dégueulasse, écoutez ça c'est mieux. Mais c'était pareil avec le rock et le métal féminin. Pendant longtemps on a eu des groupes parce que il y en avait un qui marchait, que c'était vendu comme regardez, c'est une femme, elle chante comme les hommes. Et c'était pas forcément les meilleurs groupes. Après, ça reste un avis personnel. Et depuis quelques années, maintenant, il y a d'autres choses qui arrivent. Et en plus, les femmes ne font plus que du métal symphonique à chanteuse, par exemple. Et ça, c'est bien. Des gens te parlent de groupe, ils en parlent en disant mais ils ont ça. Des gens parlent de Ginger, qui est donc avec une femme qui chante. Ils disent oh t'as vu, elle chante le chant saturé, on dirait pas que c'est une meuf, t'es là. Oui. Tu prends Alyssa Whiteclouse aussi, qui était dans The Agonist, puis Ark Enemy, Angela Gosso, qui était dans Ark Enemy, qui s'est barrée. Enfin, tu prends tout ça, tu prends Candice Evanescence. Evanescence, sur la scène. Nous, on va dire entre Lol et moi, et un peu vous aussi, mais un peu moins, sans vouloir être méchante avec vous. Mais la scène Stoner,
J'accepte. T'as énormément de groupes de doom avec des femmes, enfin énormément. On va dire plus que dans les autres styles, dans les sous-branches du stoner, t'en as de plus en plus dans les autres branches. Et ça, c'est vachement cool. Il y a de plus en plus de groupes comme ça où tu vois des femmes arriver, enfin pas arriver, mais être là en mode, en fait, considérez-moi comme quelqu'un d'autre, et qui devient de plus en plus populaire. Et ça, c'est Après, très cool. Et on juge pas la qualité par rapport à ça. juste pour le Doom, il y a aussi tout le culte de la sorcière, mais ce sera pour notre épisode. Oui. Bref. Mais voilà, c'est comme tout. Il suffit de défricher et que si demain, je dis n'importe quoi, si demain Nicki Minaj fait un son avec des instruments traditionnels chinois et que ça cartonne, c'est sûr qu'on va en bouffer. Parce que les gens vont découvrir, vont faire ah putain c'est trop bien, ils vont écouter et ça va donner envie à d'autres gens d'en faire et ça va se populariser. Alors que maintenant, enfin, il y a qu'à voir comment, et je veux juste prendre, et je sais qu'on termine vite fait Meurt, il y a juste à voir dans le métal, un groupe comme The Who, ou The Who, enfin The Who, qui est un groupe de métal qui vient de Mongolie, donc ils chantent dans leur langue traditionnelle, et il y a des instruments, je pense que c'est traditionnel de la région plus que du pays, la Mongolie. Il y a qu'à voir comment c'est regardé, genre, oh c'est révolutionnaire, alors que c'est un coup, ça fait 45 ans qu'il y a des groupes en Mongolie qui fait ça très bien, et tout le monde s'en est branlé la nouille. Mais c'est aussi parce que on évolue dans la mentalité et dans la culture, et que je pense que c'est aussi plus accepté des groupes qui viennent d'autres pays et qui apportent quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Donc on n'est pas à l'abri que d'ici 30 ans, on est un groupe qui marche dans la sphère métal vraiment, et qui viennent par exemple de Porto Rico, du Costa Rica, et qui apportent une dose de musique sud-américaine, plus chaude, etc. Il y a déjà eu Sepultura, on est d'accord avec le Brésil, mais d'autres groupes avec d'autres influences même de cette région. On n'est pas à l'abri, c'est toujours une évolution d'écoute et de sensibilité par rapport à un environnement. Du coup, je vais vous demander simplement vos derniers mots sur le sujet, là, pour finir, pour conclure tranquillement. Donc, depuis le début, qu'est-ce qui s'est passé? On a pas mal discuté du coup de la popularité et de la qualité. On a vu que déjà, évidemment, la popularité, ça se juge déjà forcément en fonction du prisme. Est-ce qu'on parle pour tout le monde? Est-ce qu'on parle dans une scène? Est-ce qu'on parle de popularité au sens de ça marche? On parle de popularité au sens de les gens connaissent, popularité sur le long terme, etc. Et quant à la qualité, comme l'a dit Walter au tout début, elle dépend de tout un chacun, tout un chacune, mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même des moments où on peut retrouver des caractères un petit peu intrinsèques, des choses qui font que quelque chose c'est qualitatif, que ce soit en termes de technique, en termes d'idées, en termes de volonté, d'intention, etc. Et donc je vais vous demander à vous trois, à commencer par mes gastronomères, voilà les derniers mots, pour résumer un petit peu, pour conclure sur ce sujet-là, quelques mots. La popularité et la qualité, franchement, il y a vraiment plein de façons de les mettre ensemble, de les marier, enfin. Et aussi, il y a plein de façons de les voir. On peut se dire que la popularité n'implique pas la qualité. On peut aussi se dire la qualité, c'est quand même nécessaire pour que la popularité soit durable. Et en même temps, on est tombé sur plein de contre-exemples. Par exemple, Rush qui a montré que on pouvait totalement briser sa ligne de continuité artistique et rester populaire, voire même augmenter sa popularité de manière brutale. Mais c'est aussi parce que c'était dû au contexte de l'époque. On voit aussi, on peut se dire, la popularité, au fond, c'est une porte d'entrée. C'est offrir une porte d'entrée, c'est-à-dire faire quelque chose de populaire, c'est permettre aux gens de remonter aux racines des choses. Donc, en vérité, la question est un peu trop ouverte pour, quand on s'y penche, répondre. Enfin, moi, j'avais dit au début, est-ce que ce qui est populaire est forcément de qualité? On peut se dire non. Mais il y a beaucoup de liens entre popularité et qualité qui sont moins triviaux que ça. Walter? Moi, encore une fois, je vais juste terminer sur ce avec quoi j'ai entamé le truc, c'est-à-dire la popularité. Pour moi, ça va dépendre des personnes, et la qualité, ça va aussi dépendre des personnes. Des choses que, on va dire, le monde entier va considérer comme étant populaire, parce que c'est populaire dans un sens. Hein, genre, il y a des noms que tout le monde les connaît. Pour moi, la qualité, tout le monde va en trouver différentes. Les gens qui apprécient les choses les plus populaires mondialement, c'est que ils y trouvent quelque chose qu'ils trouvent comme étant une qualité et des qualités et des choses qualitatives. Ça va vraiment juste dépendre des gens, ça va dépendre du moment à laquelle vous allez les découvrir, des choses qui vont être pas du tout populaires, que vous allez adorer, et quand ce sera populaire, vous allez me dire non, en fait, je trouve que finalement c'est nul, etc. C'est juste, ça va dépendre de vous, et
je terminerai juste pour dire que n'ayez pas honte d'aimer des choses populaires, il n'y a pas de mal à ça. Moi, j'adore des trucs ultra populaires. Vive Mylène Farmer, c'est génial. Mais et aussi, écoutez ce que vous voulez et trouvez les qualités que vous désirez et juste essayez de ne pas être des personnes, on va dire, désagréables à essayer absolument de dire non, moi je trouve que c'est de la merde, donc c'est de la merde, avec des arguments qui vont souvent être juste moi je trouve que c'est pas bien et du coup c'est mon avis est meilleur et c'est nul. Chacun a son avis différent là-dessus. Le débat était là pour échanger là-dessus, pour avoir des différents points de vue, c'était très intéressant. Et voilà. Tolol. Ouais, il y a encore tellement de choses à dire. On n'a même pas abordé le prisme de populaire dans le sens le peuple, ce populaire-là, parce qu'on a parlé de la popularité en sens être connu, etc. Mais il y a aussi le populaire dans le sens de la musique faite par les gens, on va dire, plus proches, et le lien qu'on pourra avoir, etc. Bref, on pourrait étendre ce débat pendant encore une bonne heure, mais nous n'avons pas le temps, et on a un jeu très bien à vous proposer, donc restez s'il vous plaît après la pause qu'on va faire. Si j'ai envie d'être... j'ai envie de faire le connard et de dire que est-ce que popularité est synonyme de qualité? Non, point. Et d'être péremptoire sur ce sujet. Voilà. Merci d'avoir regardé à mardi prochain. Non, mais après comme je l'ai dit au début, tout dépend du prisme dans lequel tu prends les deux mots qui sont importants, à savoir que et de, pas du tout, à savoir popularité et qualité. Oui, c'est ça, c'est mieux. En fait, tout dépend de quel angle tu le prends. Pour moi, cette question, elle est très importante en fonction de l'angle dans lequel tu le prends. Et après, il y a tellement d'arguments qui se tiennent et tellement d'arguments qui peuvent aller dans ton sens comme contre ton sens, mais qui sont très importants pour le débat, qu'au final, même si tu as une réponse, au final, c'est pas grave. Parce que c'est pas grave si quelqu'un d'autre en a une autre, parce qu'au final, il aura aussi raison. Je pense que ça fait partie des débats où deux personnes ont des avis différents, mais auront raison, parce que les arguments se tiennent. Et c'est bien. Et le plus important, n'hésitez pas à soutenir les petits groupes sur Bandcamp. Voilà. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir une discussion autour de ces demandes, de parler de nos conceptions. Et la discussion, on a tendance à avoir aussi pour vous dire quelle est ma conception. Qu'est-ce qui, pour moi, j'aimerais que ce soit populaire. Qu'est-ce qui, moi, veut dire que c'est qualité. Qu'est-ce qui fait qu'un album est qualitatif pour moi. Qu'est-ce qui fait une chanson qualitative. Permet de savoir ce que vous attendez. Et de la même manière que ce qui a été dit au début, je pense que là-dessus, Tolot, ce que tu disais, on peut dire de quelque chose, je trouve ça pas ouf, ou pas objectivement, ça a pas l'air incroyable, mais sans forcément non plus enlever le droit à la personne d'aimer ça. C'est-à-dire que demain, il y a bien des gens qui mangent du réglisse. Au bout d'un moment, tout est possible. Mais donc, là demain, quelqu'un vous écoute un truc, vous dit franchement, je trouve que c'est de la merde, et quelqu'un arrive et dit moi j'adore ça. C'est capable de dire ok, je trouve que c'est de la merde, mais tu peux quand même, je vais pas venir de dire non, je ne veux pas que tu l'écoutes, tu arrêtes d'écouter, tu n'as pas le droit de l'apprécier. C'est un comportement de con, et c'est là la différence entre être un connard et donner son avis. Voilà, donc on a discuté un petit peu sur ce épineux débat qui pourrait prendre des heures, mais globalement on arrive au point que ça dépend, il faut voir comment on se place par rapport à ça, quel prisme on prend comme historien à l'instant, et que au global, il y a des choses qui sont populaires, qui sont forcément totalement qualitatives, mais que c'est pas bien grave tant que vous écoutez ce qui vous plaît et que vous les soutenez aussi. Espérons qu'un jour ou l'autre, ce que vous aimerez s'apercevra aussi. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une petite pause de quelques minutes pour que tout le monde ait le temps de faire ce qu'on appelle un petit AFK bio. Et on se retrouve donc d'ici quelques minutes pour faire un petit jeu. Donc je rappelle, le jeu de ce soir, c'est, on vous diffuse, je vous expliquerai en détail juste après, mais on vous diffuse des clips, d'accord, donc des clips officiels du groupe, sans le son, et ça vous nous donner le titre et l'artiste. Et on a quelques petits mots à dire dessus, on discutera, on échangera dessus, si vous connaissez, etc. Ce genre de choses. Voilà, je vous dis à tout de suite, profitez-en pour boire un coup et pour le toilette, et puis à dans 5 minutes.